je suis la première femme en France à avoir combattu au MMA. Pourquoi on t'appelle C18 du coup? Mais en fait, déjà je lui ressemble en fait. Et les gens m'ont dit, les gens m'ont dit ouais, tu lui ressembles. En plus pour le jeu, je me suis habillée comme elle et tout. Ouais. Je pourrais faire du catch en t'appelant C18 et ça marcherait de ouf. Et c'est les gens qui m'ont appelé cyborg. Moi j'ai eu quand même des moments où on me disait ouais, femme, t'es vraiment à la cuisine quoi. Ah bon? Je sais pas cuisiner, je vais te faire des pâtes si tu veux, mais tu vois. Bah, bref, on te disait, c'est-à-dire dans le milieu sportif ou dans le milieu sportif, ça m'est arrivé, mais voilà, il y a des moments où tu dois toujours prouver encore plus que les autres pour dire ouais, non mais j'ai ma place, je suis une femme mais je suis là, il n'y a pas de souci. Alors ok, je frappe moins fort qu'un homme, mais j'y mets autant d'engouement, autant de... Eh bien bonjour, ça y est, c'est parti, bienvenue chez le doc, on est mardi, il est 19h, c'est la deuxième saison, je suis le docteur Jean-Marc Sen, vous savez qu'à chaque fois, on est là pour parler sport, actualité, santé. Pour ça, je reçois tous les mardis une personnalité du sport ou de la santé. On fait tout ça grâce à un partenaire, c'est IRP Auto qui est là et qui nous accompagne bien sûr dans tout cela. Là, s'il vous plaît, qui est-ce que je reçois aujourd'hui, s'il vous plaît? C'est Laetitia Blo, championne de judo, de lutte, de sambo, de samba, de MMA, de sambo et de samba aussi. si tu veux. Et voilà, Laetitia est là. Et Laetitia est là. Je suis très content de te recevoir, Laetitia. La première question traditionnelle qu'on demande toujours, c'est: mais d'où viens-tu? Où as-tu grandi? D'où vient Laetitia Blo? Ouais, je crois que en fait, j'ai soulevé quelques menhirs. Donc, si on fait un quiz, les menhirs, c'est où? C'est en Bretagne. Et oui. Et voilà. Donc, tu es bretonne. Quelle région de la Bretagne? Alors, je viens de Rennes. Enfin, Béton, une petite ville à côté de Rennes. Ouais, on voit bien. Je viens, de parents d'agriculteurs, voilà, où j'ai grandi dans la campagne. Donc, c'est peut-être pour ça un peu le côté très débrouillarde, voilà. Voilà, on avait la liberté de faire beaucoup de choses, des cabanes, enfin bref, c'était exceptionnel. Ouais. Bah voilà, donc t'as vécu dans la nature. Dans la nature, exactement. Après, le seul truc, c'est que l'agriculture, ça demande beaucoup de temps. Donc mes parents, on avait très peu de temps. On était 4 enfants. C'était céréalier, plutôt des animaux. C'était céréalier, les animaux, les deux, ouais. Les deux. C'était vraiment, mais fallait tenir les deux bouts. Donc même mon père avait 2 métiers en fait, puisque ma mère était mère au foyer, 4 enfants, fallait les gérer, donc en plus on n'était pas C'était pas calme. On était des boucans, ouais. On se faisait la guerre entre nous. Bon. Et non, c'était c'était ça n'a pas été toujours très simple. Et puis c'est d'ailleurs pour ça que moi je me suis mis dans le sport, parce que déjà il y avait mes frères et sœurs mon frère qui en faisait. Et quelque part, c'est que dans le sport, en fait, je me suis aperçue que mes parents prenaient le temps de venir me voir aux compétitions ou de m'encourager, parce qu'ils avaient tellement peu de temps avec leur travail que voilà, c'était le seul moyen pour moi d'avoir un petit peu de temps avec mes parents, et j'avais l'impression qu'ils étaient très fiers de moi. Et c'est aussi pour ça que pendant longtemps j'ai continué et j'ai fait beaucoup de sport de haut niveau, dans le judo, pour vraiment... Et justement, quel sport t'as fait dans ton enfance? T'as tout de suite fait du judo? Ou alors, t'as commencé par d'autres sports? Non, j'ai commencé par le judo. J'ai vraiment commencé par le judo. Très jeune? Très jeune, j'avais 5 ans. Donc vraiment le baby judo. Ouais, mais il y avait pas encore le baby judo, tu vois. Mais voilà, il y avait le judo, c'était le sport, en fait, qui était très bien, parce que je pense que dans le judo, ce qui est bien pour les enfants, c'est d'apprendre un peu à gérer son espace, à chuter, à mettre ses mains en avant. Il y a plein de choses, les valeurs, l'éducation. Je pense que c'est un très beau sport pour inculquer des fois aux enfants, justement, le fait de mettre ses chaussons, de les poser droit, de saluer, d'avoir un respect en communauté. Un cadre qui est très bien, donc voilà. Et non, ça m'a permis tout de suite, ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu parce qu'en plus, finalement, il y avait pas beaucoup de filles, on était beaucoup de garçons, et il y avait beaucoup de garçons, et puis moi j'étais un petit peu la mascotte, donc c'était cool. Et il y avait toujours un petit peu ce côté où je vais vous battre et je vais gagner, mais bon, avec beaucoup de gentillesse, parce que voilà, il faut aussi voir que les garçons étaient toujours un peu plus forts que toi physiquement. Mais voilà, il y avait un petit côté sympa, je trouvais quand même. Bon enfant, quelque chose qui était voilà, sympa. Ça, c'était cool. Et à côté du sport, ça a été quoi ton parcours scolaire?
scolaire un petit peu. Comment ça s'est passé? Ah ouais, T'étais bonne élève, turbulente? Alors ouais, c'était élève adorable, agréable, mais manque de concentration. C'était horrible. Enfin, c'était souvent ça sur mon bulletin. C'est que j'avais un manque de concentration extrême. Mais après, j'étais vraiment une hyperactive. Vraiment, c'était à l'époque, on ne mettait pas de nom sur l'hyperactivité. Hein. Je parle de ça. Moi, je suis en 83, donc on ne mettait pas encore de nom sur un enfant qui était vraiment turbulent et qui faisait, qui pouvait pas rester en place. Donc c'est vrai que ça a été toujours élève agréable, gentil, poli, mais manque de concentration. Ouais, c'est clair que il y avait un tableau, je l'ai regardé pendant 3 quarts d'heure, je pourrais. Donc c'est vrai que ça a été souvent ça. Et mon cursus, ça a été plus centré sur le sport. Et vraiment, j'avais cet objectif de réussir. Donc à un moment donné, j'en ai un peu oublié les études. Parce que pour moi, c'est très compliqué de gérer, franchement, la carrière, même que ça soit l'étude et le sport. Il faut vraiment beaucoup de concentration et donc ce que je n'avais pas, ou d'organisation, ce que je ne connaissais pas avant, maintenant j'ai mis en place avec le temps et avec l'expérience. Mais c'est vrai que, voilà, je suis partie très tôt, à 15 ans de chez moi, je suis allée en sport-études. Ah, c'était évident, ça, c'était facile ou ça a été difficile? Non, finalement, c'était très bien que je parte puisque, il fallait, c'est vrai qu'à 15 ans, on est en sport-études, on va dans un internat. Après, moi, j'ai suivi des études, alors c'était d'économie de la construction, c'était un BEP, construction, topographie, construction, ça n'a rien à voir. Et parce qu'en fait, je dessinais très bien. Et quand, bien sûr, vous allez voir la conseillère d'orientation qui sait tout comme, si vous connaissez les sketchs d'Albo Ivanov, qui est exceptionnel sur la conseillère d'orientation, elle vous dit ce que vous savez faire le mieux, c'est le dessin. Donc, et le sport. Mais le sport, il fallait avoir des bonnes notes. Parce que pour aller faire, les sports mais il y en avait pas lié justement à un BEP, économie de la construction, topographie et construction, parce que je savais dessiner et qu'on m'a dit, tu pourras peut-être faire des études d'architecte. D'accord, ok. Tu vois? D'accord, mais, et donc, justement, tes passions, tes hobbies, quelles sont tes passions? Le dessin, peut-être? Enfin, je dessine beaucoup. Tu dessines encore beaucoup. Quelles sont tes passions en dehors du sport, on va dire? En dehors du sport, est-ce que tu as des films que tu aimes bien? Est-ce que tu as des lectures? Est-ce qu'il y a, des choses que tu aimes bien faire, voyager, Alors l'avantage, j'aime, la passion numéro 1, on va dire, c'est le voyage, et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mon objet fétiche. Mais c'est pas grave. J'expliquerai ce qu'était mon objet fétiche. Je suis désolée. Le voyage, je voyage énormément. J'adore ça parce qu'en fait, on a d'ailleurs avec le sport, parce que faut savoir que Jean-Marc et moi, on a été ensemble à l'INSEP et que quand j'étais en équipe de France, c'était mon médecin. Donc, on a fait beaucoup de voyages ensemble, dont les Jeux, puisqu'on est parti aux Jeux olympiques, et que, après, même si j'étais sparring partenaire, mais voilà, il y a le voyage qui est passionnant parce que c'est une richesse multiculturelle. Quand vous rencontrez des pays qui sont sous-développés, ça vous rappelle un peu pourquoi vous êtes là et qu'en fait le matériel c'est sympa, mais que finalement c'est con, mais les chambres d'hôtel, quand des fois les gens ils râlent parce qu'ils n'ont pas une belle chambre d'hôtel dans le sport, en fait on s'aperçoit qu'il y en a ils vivent dans une cabane montée avec 3 pierres et ils dorment par terre et on se dit non mais en fait c'est bon, j'ai un lit, c'est bon, j'ai 4 murs, un toit, c'est très bien. Il y a ça, il y a on s'aperçoit aussi que dans cette richesse multiculturelle, il y a des gens avec pas grand chose, ils sont 2 fois plus chaleureux que nous le sommes en France quand on accueille des gens des fois dans des salles de sport où l'interactivité qu'on a qui est compliquée. Mais donc, ce côté-là humain, découverte de l'autre, etc. Ça, c'est quelque chose qui est important pour toi. Qui est très important parce que on apprend beaucoup sur soi par l'autre. Et ce que peut donner les autres, ça peut aussi nous faire grandir. Et vraiment, c'est important ce mélange multiculturel. Et je trouve qu'en France, souvent, quand on part à l'étranger, les Français restent ensemble et n'ont pas cette habitude d'aller mélanger. Alors peut-être par la peur de la langue, le langage, la langue, puisque c'est pas toujours facile. On n'est pas très bon en anglais. J'ai la chance de pouvoir parler anglais, donc c'est vrai que j'ai une facilité, mais bon, c'est vrai que le voyage c'était important parce que je trouve que ça vous nourrit sur beaucoup de choses, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront là-dedans. Bon, et donc il y a Majou qui dit le conseiller d'orientation devrait plutôt motiver, alors que de casser les rêves
c'est mon expérience personnelle d'Imajou qui est prof de tennis. Hein. Il est prof de tennis mais je pense qu'il y a beaucoup voilà. Et quand quand il fait le sketch, Abraham Ivanov fait le sketch de la conseillère d'orientation, c'est parce qu'en fait on s'en réduit à vos notes. À vos notes et pas à vos rêves et ce que vous voulez vraiment faire. Et que je pense qu'on oublie à dire aux jeunes, bon, si c'est vraiment ce que tu veux faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que tu y arrives et qu'on va mettre tous les moyens pour que tu y arrives. Je sais que tu vas avoir des difficultés, mais si c'est vraiment ce que tu fais, on va trouver des solutions. Et il y a des gens, j'en suis sûre, qui vont se retrouver là-dessus ou dedans sur le fait qu'à un moment donné, on leur a dit, ils voulaient ça et en fait, on les a mis là parce que ils étaient bons en maths, quoi. Enfin, tu vois. Alors qu'en vrai, leur rêve, c'était, je sais pas, je vais dire. De faire en tout cas quelque chose qui avait rien à voir avec ça. Et c'est dommage, quoi. Bon. Alors, tu sais, on a un petit jeu. Et le petit jeu, en fait, c'est un petit quiz. Dans combien de disciplines Laetitia Blo a-t-elle été championne de France en individuel? Dans combien de disciplines Laetitia Blo a été championne de France en individuel? 2, 3, 1 ou 4? 2, 3, 1 ou 4? Dans combien de disciplines Laetitia Blo, juste à côté de moi, s'il vous plaît, a été championne de France en individuel? 2, 3, 1 ou 4. Le but, c'est de gagner un livre. Hein. Faut bien répondre. Essayez de bien répondre à cette question. On attend vos réponses. Et on va donner, bien sûr, la bonne réponse que toi, tu dois évidemment connaître. C'est trois. Exactement. 3 disciplines. Donc, c'est le judo. La lutte. Et le sambo. Et pas la samba. Le sambo, ouais. Et encore, le MMA, en fait, c'est pour être championne de France de MMA, il faut être en amateur. Et comme je suis professionnelle, je ne suis pas dans l'équipe de France de MMA, c'est encore autre chose. Voilà, bon. Alors, justement, quand on voit ta carrière sportive, donc, tu nous as dit quand tu as commencé le judo, à quel moment tu t'es dit, tiens, je veux devenir championne? Quel a été le déclic? Quel a été l'élément qui t'a fait dire, ça y est, c'est bon, je peux devenir championne? C'est vraiment de voir c'est vraiment de voir la joie de mes parents. Ouais. À chaque fois que je gagnais, j'avais l'impression d'exister pour eux. Ce qui n'était pas vrai, puisque forcément, nos parents sont fiers de nous tout le temps. Mais comme on les voyait très peu et qu'on avait peu de temps, le si peu que je gagnais, j'avais l'impression que, voilà, c'était une fierté. Donc pendant longtemps, j'ai cru que gagner rendrait mes parents fiers de moi, alors que c'est pas le cas. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont cette confrontation au niveau psychologique, de croire que par le syndrome de l'abandon, ou toutes ces blessures de l'âme qu'on dit, et donc qui fait que moi j'avais vraiment le syndrome de l'abandon et qui faisait que j'avais l'impression qu'en gagnant mes parents seraient fiers. Donc pendant longtemps en fait je voulais gagner absolument pour avoir cette fierté. Donc je l'ai su très tôt parce que déjà les premières compétitions entre enfants, pourtant ma première compétition de judo toute petite je la perds. Et après la deuxième fois quand j'y retourne et que je la gagne, je vois tellement la fierté de mon père, je me dis mais c'est sûr, je vais tout gagner. Maintenant, je vais tout gagner. Donc voilà, mais après bien sûr avec le temps et quand j'ai grandi, à un moment donné à l'INSEP, j'ai compris que c'est pas ça qui rendrait l'amour de mes parents, en travaillant avec des psychologues comme Dr Larare à l'époque, Michael Larare que tu as connu. Oui. Qui me suit toujours d'ailleurs et qui m'a me faire comprendre tout ça, ces syndromes et les symptômes que certains ont certainement peut-être dans leur vie, mais de différentes sortes. Mais c'est avec le temps qu'on apprend, au départ, on réagit comme ça. Et à comprendre quelle blessure de l'âme on a, en fait, quelle blessure de l'enfance on a. Ça, tu sais bien, en tant que doc, tu vas pouvoir en parler parce que c'est ce qui permet de traiter des jeunes ou des enfants de la compréhension parfois de leurs sentiments, de la façon dont ils sont, juste parce qu'en fait, ils ont le syndrome de l'abandon. Il y a tout, je sais plus combien de... Oui, en tout cas, on va dire, ou des syndromes, ou en tout cas, on va dire des failles qui vont être moteurs, qui vont ça peut être moteur ou destructeur, c'est pareil. En fait, votre faiblesse peut vous permettre d'en faire une force, et ça, c'est, il y a ce côté négatif de la faiblesse parce qu'il y a ça qui vous pourrit la vie sur certaines choses et certaines phases, ou même humainement, mais elle a puisé ma force, sur certaines choses et certaines compétitions, et c'est ce qui fait que c'est très très bien, quoi. Bon, il y a Ross West
qui dit Laetitia Blow. Wow. I like your job. Bon, ok, d'accord. Je vois le jeu de mots, mais enfin bon. À 25 ans, on va pas, c'est en lisant ou, ouais, pardon, si tu you speak English, of course, you don't do that. okay. Oui, tu vois, parce en Australie, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai dit mon nom. Ah ouais. ok. Bah, faut rire un peu de tout, les gars. Voilà. Bon, de toute façon, on a un chat qui est vraiment sympa, qui blague, etc. Voilà. Alors moi, à 25 ans, tu as eu un gros traumatisme crânien, c'est vrai ça, hein? Ouais. Oui, gros traumatisme crânien. Gros traumatisme. Et est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que ça a entraîné chez toi? Ouais. Ça s'est passé sur Coubertin. À Coubertin, il y avait les compétitions de judo et on était sur les annexes. Et... Bon, il y a tout. J'arrête parce que le chat est amoureux. Elle est magnifique. Même avec un nez, les gars. C'est la première fois. Non, mais c'est la première fois qu'on a ça sur le chat. Avec mon nez, je vous cache pas que d'habitude, je suis mieux. Là, je vois les gars sont surexcités. C'est la première fois qu'on a ça sur le chat. Mon nez, il est mieux, hein, habituellement, c'est beaucoup plus calme, hein. Là, je sais pas. Moi, ça va. Tant mieux, ça se motive, alors. On parle philosophie, les amis. On parle. Je vous jure, là, en plus, avec le, bon, bref, plus tard, allez voir mon Insta, je suis mieux. Oui, il y en a qui disent, je suis abonné. Bon, ça va. Voilà. C'est mieux. Bon. Non, mais après, voilà, le traumatisme crânien, voilà, j'ai pris il y a eu, dans le judo, on dit mater, donc on dit arrêter. Ouais. Et en gros, j'ai eu, au moment où elle me lâche pas, elle me jette, moi, en fait, s'il y a des gradins comme ça, et je prends la tête la première entre le gradin et le sol, et je suis restée à peu près 3 bonnes minutes vraiment sonnée. Bah, de toute façon, il y avait plus de son, plus d'image. Les gens essayaient de me réveiller, ils n'arrivaient pas. La salle s'était arrêtée. C'était l'angoisse pas possible parce qu'on s'est dit là c'est chaud. Et d'un moment donné, je me réveille, je vois la tête de l'entraîneur là-haut, je dis ah c'est bon, j'y retourne. Il y a le combat. Et bien sûr, dans chaque sport, dès qu'on a un traumatisme crânien, on ne peut pas revenir. Donc, et heureusement, c'est pour protéger. Et heureusement, parce que pour la peine, quand je suis sortie, ce qui était très drôle, c'est que à l'époque, j'avais mon ex et le truc, c'est qu'il me posait des questions. Il me dit mais tu sais où t'es? Je dis bah non, je sais pas. Mais tu sais quel jour on est? Impossible. En fait, on a l'impression qu'il nous manque une partie de notre cerveau qui fait que on peut plus réfléchir. Tu vois? C'est ce qu'on appelle une commotion cérébrale. Ben voilà. Ça, c'est un des signes. C'est la désorientation, la perte de mémoire. Ouais, c'est un des signes qui montre que le cerveau a été ébranlé en quelque sorte et qu'il faut récupérer. Et c'est super bizarre, hein. T'as l'impression qu'il te manque carrément la case de souvenirs. Et puis, bah alors, heureusement, je me suis souvenue parce que quand il m'a dit comment je m'appelle, j'ai ouf, parce que ça arrivait qu'un pote il ait un accident de scooter, pareil, commotion cérébrale. Et il se souvenait plus. Et il lui a donné le nom de son ex. Alors qu'il avait une nouvelle copine. Aïe, bah oui. Donc, bon, il a une excuse, il dit c'était la commotion. Oui, bon, quand il a appelé la mauvaise copine, c'était les pompiers ont appelé la mauvaise copine, là tu te dis oh c'est chaud. C'est la mémoire immédiate. La mémoire immédiate, exactement. Donc voilà, donc ce qui fait que j'ai été à l'hôpital, donc là il a dit ouais c'est compliqué là, on va aller à l'hôpital. Je suis partie là-bas, 40 scanners. Ouais. C'est ça, et 48 heures, 2 jours hospitalisés, donc à l'hôpital, en repos, et puis vraiment, vous vous sentez mais tellement fatigué, une grosse fatigue, et vous avez l'impression toujours de chercher encore votre mémoire, en fait. Vous avez vous êtes là, mais si, je le sais, sous le bout de la langue, mais en fait, non. Ouais, c'est vraiment un des vrais signes. Et là, tu as fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire faut laisser le cerveau récupérer. Ouais. Et la première chose, c'est le repos. Le repos et pas stimuler le cerveau, c'est-à-dire physiquement, bien sûr, arrêter l'activité sportive, mais aussi pas stimuler le cerveau par les écrans ou la télévision, la lecture. Tu vois, ça, ils te le disent pas. Et combien de temps, par exemple, après, pour reprendre du sport? Ça va dépendre de l'importance de la commotion. D'accord. Les commotions très légères, ça peut être très court, 1, 2, 3 semaines, voilà, pour reprendre progressivement. Ça peut être jusqu'à 1 mois. Et puis, les commotions plus importantes, ça peut durer, surtout s'il y a une récidive de commotion, ça peut être en mois, ça peut se compter. Et au pire, ça peut me mettre, ça arrive des fois un arrêt définitif. D'accord. Mais bon, que les gens savent, que s'ils ont une commotion, combien de temps ils peuvent reprendre ou peut-être pas reprendre quoi. Voilà, c'est vraiment important en tout cas quand une commotion. Pendant 48 heures, on fait rien et on consulte après 48 heures le médecin pour pouvoir. Alors, sauf si on a des signes, si on vomit, si on a mal à la tête, si on a des troubles de la conscience, là on va voir le médecin tout de suite. Mais sinon, on reste au repos et à 48 heures, on se fait évaluer pour voir comment on peut reprendre très progressivement. D'accord. Et vraiment. Ça, c'est bien pour les gens qui le savent, parce que des fois, ils s'en rendent même pas compte.
Voilà, absolument, absolument. Bon, le chat intervient, etc. T'es parti, tiens. Alors, des petites questions. T'es parti en Australie. Et oui. Ça a été un moment important pour toi, ça, l'Australie. J'ai assez du kangourou, les pauvres amis. Donc, et alors, les kangourous, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que t'as fait? C'est énorme. Non, après, je suis partie en Australie parce que justement, j'avais misé sur le dernier championnat de France en me disant, si je gagne, bah écoutez, je reste et puis je reste en équipe de France et je me focalise encore sur le judo. Et si je perds, je pars en Australie pour apprendre l'anglais parce qu'à un moment donné, c'est bien beau, mais je ne fais pas du judo. Ça paye pas le sport, hein, et donc je faisais des petits jobs à droite à gauche, j'essayais de me débrouiller comme je pouvais pour finir mes fins de mois, toujours avec cet objectif de vouloir être la meilleure en sport, mais il faut à un moment donné, il faut vivre, hein, c'est compliqué. Bien sûr. Et bon, bref, ça arrive et je me dis, bon, vas-y, je pars en Australie, j'investis sur moi et puis je vais apprendre l'anglais parce qu'à la base, je voulais être hôtesse de l'air. D'accord. Donc, il fallait l'anglais et donc je devais partir 3 mois et finalement, je suis restée plus longtemps parce que j'ai été recrutée par une équipe de football australien. Ah, donc tu as fait du football australien. C'est ça, j'ai fait du footy. Le football australien, c'est du contact. C'est un vrai, ouais, en fait, plus que le rugby, hein. C'est beaucoup plus que le rugby, il y a beaucoup plus de trauma là-bas, et puis, c'est le sport numéro 1, en plus, en Australie. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un terrain qui est ovale. Vous avez un grand poteau et 2 petits poteaux. Pour marquer, vous pouvez marquer avec un ballon qui ressemble à un ballon de rugby et un ballon, enfin, comme un ballon de rugby, même, et de football américain. Pour passer la balle, il faut que vous handball, c'est-à-dire vous donnez un coup avec votre poing pour passer la balle. Vous pouvez après, en fait pareil, en arrachant la personne, si elle tombe, avoir des free kicks. Vous pouvez par contre marquer avec le pied. Au milieu, ça fait 3 points. Sur les côtés, ça fait 1 point. Mais on joue à, si je me souviens bien, je sais plus si c'est 17 ou 16 joueurs. Je sais plus. En fait, on est nombreux, mais surtout que le terrain est très très grand. Ah, regardez là. Tiens, alors je suis désolé, je montre des exemples de football. Ouais, c'est assez. Alors là, voilà. Et parfois, ils montent sur leur adversaire carrément pour aller chercher la balle. Hein. Vraiment, c'est. Non, c'est. C'est très vieux. Alors là, je suis désolé, je monte un extrait. Ah, t'as pris le coup. Voilà. Alors là, donc là, vous avez carrément. On a le pire. Là, la boucherie de. Non, après, c'est un beau sport. Il faut. Enfin voilà, il y a des choses aussi. Il y a des choses qui sont mieux. Il y a des choses qui sont bien là. Là, il vous a mis le trash. J'ai pris la première. Je suis désolée si vous êtes. Aux personnes de moins de 16 ans, la violence. Voilà, donc en tout cas, on va passer la pub, bien sûr. Mais en tout cas, ouais, ce côté football australien, bon, on verra. En tout cas, ça, c'est quelque chose que t'as particulièrement apprécié. C'est quelque chose qui a été pour toi vraiment. Ça t'a apporté quelque chose? Oui, ça m'a apporté beaucoup parce que déjà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à Darwin. Darwin, c'est le bush de l'Australie. Et en fait, là-bas, il y a les aborigènes. Les aborigènes, il faut savoir qu'ils ont été très maltraités dans ce pays et qu'on les a mis de côté. Et pour les dédommager, en fait, de les avoir maltraités, enfin, vous regarderez l'histoire de l'Australie sur ça. On leur donne de l'argent et on les isole dans des camps pour que, en gros, on leur donne quand même un endroit pour s'héberger. Et en fait, les problèmes, c'est qu'on leur donne de l'argent. Les Américains ont fait un peu avec les Indiens, non? Ouais, un peu ça. On vous déménage, enfin, on vous donne de l'argent dès que il y a naissance, on vous donne un pécule. Et puis, par rapport à ça, vous le gérez, mais sauf que eux, ils sont partis dans l'alcoolisme. C'est très dur d'aller les aborder parce qu'ils ils vous jettent des cailloux sur les bus. Enfin, ils ont une violence et une rage contre les Australiens. Parce qu'ils quand même, ils leur ont enlevé leurs enfants à un moment pour essayer de les éduquer. Enfin, ça a été très dur pour eux. Et donc, en fait, c'est un peuple qui n'est pas abordable. Et en fait, dans cette team, je me suis retrouvée. Allez, on était deux blanches, moi Frenchie parce qu'il m'appelait Frenchie, bah oui. et une Australienne, et le reste c'était carrément des aborigènes quoi. Et c'était extraordinaire parce que c'est là où tu vois que les jeunes les jeunes nanas, elles voulaient s'en sortir par le sport. Et tu voyais qu'il y avait elles évitaient l'alcool parce qu'elles savaient qu'il y avait des matchs. Elles essayaient de s'entraîner et d'avoir une rigueur, alors que derrière les parents les battaient, où il y avait beaucoup de violence, il y avait beaucoup de choses un peu néfastes. Et tu voyais que c'était des gamines qui voulaient vraiment s'en sortir et malgré tout l'environnement qui était à côté difficile. Donc c'est là où tu vois que le sport il fédère beaucoup de choses. Et ça permet aussi de rencontrer. D'être dans cette situation, on rencontre des gens qu'on ne rencontrerait pas par ailleurs. C'est ça. Et simplement le fait de faire du sport, ou même un sport particulier, fait que ça ouvre des portes.
Par exemple, on va dans un pays, on dit, je fais du judo ou je fais un autre sport. On rencontre quelqu'un qui fait le même sport. Ah, il va tout de suite. Ouais, c'est ça. Et puis, mais tu fais ça, viens, il y a mon club. Et puis, en fait, après, tu t'aperçois que même si t'as une galère dans la vie, ils vont te dire, mais non, mais t'inquiète. En fait, ça soutient, ouais, c'est vraiment une belle harmonie et vraiment, je pense que chez les jeunes, quand il y a beaucoup de choses à faire, et dans le MMA, je trouve que il y a des jeunes, des enfants aujourd'hui qui veulent s'intéresser au MMA parce qu'ils ont l'impression que c'est un sport ouais, c'est cool de faire du MMA, il y a de la violence un peu. Et en fait, on les cadre, on en ramène, en fait, on les ramène à une structure où justement, au lieu de partir à aller faire des choses qui sont pas forcément il y a un gros travail qui est en train d'être fait au niveau d'une fédération. La fédération de la FMMAF pour justement structurer les choses. Oui, avec Rézéfin et Johnny Frachet qui font du très bon travail justement pour structurer justement le MMA et que les jeunes viennent pousser la porte avec des règles, des choses à faire pour que ils fassent des combats, des compétitions et qu'ils soient bien encadrés par des bonnes personnes. Et du coup, tu reviens d'Australie, l'Australie t'a beaucoup plu, etc. Qu'est-ce qui fait que tu reviens en France, si on prend géographiquement? Alors, à l'époque, vous saviez, c'était les portables à puce avec les Nokia 3340 avec le serpent. C'est le serpent que tout le monde a connu. Et que, à un moment donné, quand tu mets 80 balles de carte et que tu dois appeler ta mère parce qu'il n'y a pas le Skype, il n'y avait pas, on remonte. C'était quelle année? C'était 2010. Mais donc, tu vois, c'était les premiers téléphones portables. Je suis en Australie, donc il n'y a pas encore Internet extrêmement bien. Skype, c'est très compliqué, ça capte pas. Et en fait, ce qu'ils appellent le homesick, c'est qu'à un moment donné, moi, ma famille me manquait. Et en plus, pour étendre son visa, il fallait, même si je travaillais là-bas, il fallait relancer, il y avait beaucoup de démarches administratives parce qu'à un moment donné, ils en avaient un peu marre des Français parce qu'on faisait un peu n'importe quoi là-bas. Il y avait beaucoup de choses et le gouvernement d'ailleurs avait fait un appel en disant stop là, vous êtes roulés le Frenchie. Et du coup, tu reviens en France et là, c'est là que tu te lances dans la lutte? Alors d'abord, ce qui s'est passé, c'est que je reviens en France et je dois être hôtesse de l'air, donc je passe mes examens et c'est la crise économique en 2011, donc pas d'embauche. Il y avait pas d'embauche dans les avions, donc je me suis fait recruter par la SNCF comme contrôleuse. Donc ayez vos billets les gars, les filles. Et donc voilà, je commence comme ça d'abord à avoir un métier. Et puis une fois que j'ai eu mon métier, je me suis dit vas-y, je me relance dans le judo. Et c'est là. Donc le transport, il y a toujours le transport. Hôtesse de l'air. Ouais, et contrôle SNCF. Donc tu seras dans les trains. C'est moins glamour. Sympa aussi. Non, mais après, aujourd'hui, je suis chez Thalys et justement, je suis dans l'international où je suis chez Amsterdam, Bruxelles. Et en plus, on a fusionné avec Eurostar. Donc, en plus, ce sera un peu plus diversifié que Creil, Beauvais où c'était un peu plus compliqué quand on faisait des ventes de billets. On va dire que c'était pas beaucoup de billets. Bref, c'était très compliqué. Mais bon, et donc une fois que j'ai eu mon métier, et c'est là où en fait, je n'avais plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire que je pouvais gagner ou perdre, c'était pas grave. J'avais un métier, j'avais un salaire, je pouvais payer mon appartement. Il y a un côté sécurisant. Et exactement, sécurité. Alors que en fait, quand tu étais un peu en ballottage avec ton travail et que tu savais que si tu perdais cette compétition, on pouvait te jeter de n'importe comment de l'équipe ou tu n'étais pas prise pour telle compète et que en fait le club il tenait à te donner un salaire, mais enfin. C'est pour ça. À partir de là, je me suis dit, tant pis, moi, une fois que je peux, vas-y, c'est bon, je peux gagner, perdre, c'est pas grave, j'ai un métier. Et ça m'a soulagée. Les pesées avaient changé. Les pesées étaient la veille, le soir. En sachant que moi, j'étais à l'époque à moins de 63 et après, on avait fait le défi, justement, que je redescende en moins de 57 parce que j'avais restabilisé mon poids et qu'en Australie, j'avais finalement perdu énormément de poids. Le kangourou, ça se mange très bien. Je plaisante. Je déconne. Non. J'avais fait beaucoup de sport, j'avais beaucoup séché. Et donc, on s'était dit, vas-y, en 2013, on te fait le défi avec Franck Bellard, qui était un Porto Combo. On fait le défi d'aller faire les championnats de France, première division, comment ça s'appelle, je sais plus quel endroit. Et vas-y, c'est parti, en moins de 57. Et donc, j'ai survolé la KT. Vraiment, ça a été exceptionnel ce jour. Ça a été une des plus belles médailles aussi dans ma carrière, où vraiment, j'éclate tout le monde. Tout le monde pense en plus que j'avais... même pas 25 ans. Elle va aller loin, cette petite. Oui, j'avais 20. Ça se voit pas, mais elle fait beaucoup. Enfin, tu
fais jeune. J'ai une génétique comme toi. Voilà. J'ai une génétique. Moi, J'ai une génétique comme toi maintenant. Attends. parce que J'ai pas encore ton boule, mais bon, alors on ne regardera pas le boule du doc. Voilà. Alors la chose c'est que tu es champion de France à 30 ans. 29 ans, ouais, 30 ans, à peu près 29 ans, et j'allais sur mes 30 ans. Et en plus, ce qui est exceptionnel, c'est que justement, je suis sélectionnée pour le tournoi de Paris, parce que je gagne les France. Et quand on gagne les France au judo, on fait le tournoi de Paris obligatoirement. Et là, je fais un parcours extraordinaire, même si je fais 5 au tournoi de Paris, je fais un parcours extraordinaire. Je bats des nanas qui étaient déjà très fortes dans la catégorie. Et d'ailleurs, en place de 3, je prends la championne olympique, et on avait fait un combat extraordinaire. Et là, ils me disent, mais en fait, on va vous prendre, on va prendre toi. Et à l'époque, il y avait aussi Annabelle Orani, qui était une ancienne aussi de mon âge, et pareil, qui avait fait un très beau parcours. Et en fait, toutes les deux, on était dans la trentaine, elle avait 32 ans, elle avait eu ses enfants, c'était extraordinaire. Et en fait, on s'est mis toutes les deux, et ça nous a porté toutes les deux dans cette carrière, et on a commencé à faire carrière ensemble. En binôme. Alors à l'époque c'était Larbi Ben Boudaoud qui nous avait pris sous son aile parce qu'il disait je prends les vieilles, désolé. Genre, alors qu'il y avait après voilà, il y avait ce qui était et ça c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait ça qui vous allie, enfin en même temps vous étiez on a été moteurs toutes les deux, et je pense que on se souviendra, et alors pour ceux qui étaient fans de judo, qui se souviendra de cette belle équipe de France avec une belle osmose et intergénération, c'est-à-dire qu'il y avait des Amandine Bouchard, des Clarisse qui étaient toutes jeunes à l'époque, des Chouméo qui étaient des bébés, et que nous en fait on était les mamans, mais on essayait toujours de montrer l'exemple, à essayer de se surpasser, et quand elles avaient des choses à demander, ou des fois quand elles nous demandaient les filles, enfin c'était génial, et il y avait cette espèce de intergénérationnel avec une osmose, une belle humeur qui allait très très bien, ce qui fait que d'ailleurs on a gagné les mondes cette année-là. C'est vrai. On a gagné les Europes cette année-là par équipe. C'est vrai. J'étais là. Ouais, c'est ça, tu étais là et t'étais notre médecin, et je pense que ça a joué énormément, et qu'en fait une diversité intergénérationnelle, on en oublie, mais ça porte aussi le groupe, parce que les anciennes qui avaient de l'expérience et qui pouvaient montrer aussi, parce que les générations sont différentes. Aujourd'hui, on fait pas du sport comme à l'époque où on était très dur. Nous, à l'époque, où il fallait s'accrocher, même si on se blessait, on y retournait. On était fatigué, on y retournait. Aujourd'hui, on est plus à l'écoute des corps des athlètes, que nous, on n'était pas avant, et qu'il y avait énormément de blessures. Et c'est vrai que ça les poussait à se dire, ouais, si les vieilles, elles y arrivent. on doit y aller quand même. Si les darons, elles y arrivent, on y va, quoi. Donc, elles y retournaient. Et puis, il y avait vraiment, on rigolait, on s'éclatait. Et franchement, c'est vrai qu'il y a ce souvenir d'extrêmement bonne humeur qui existait. Et même en arrivant sur le tapis, vraiment, on voyait que l'équipe de France saisissait le tapis, il y avait de la musique, il y avait, etc. Ouais, il y avait de l'ambiance, c'était cool, quoi. Alors, il y avait des battles de twerk et tout. Non, mais vraiment, c'était drôle. C'était très drôle. Et à partir de quand tu passes à la lutte? C'est en 2014 par là. Non, pas du tout. Je vais jusqu'aux Jeux Olympiques 2016, puisqu'on était en course avec Automne, et j'étais 8e mondiale. Donc il y a eu aussi un peu de déception au niveau de la Fédé, parce qu'il y a eu il y a eu un petit coup difficile. Bref, mais c'est pas grave, il faut voir aussi le positif. Et donc je vais jusqu'aux Jeux pour me remercier, parce qu'on prend Automne, j'y vais comme sparring partenaire aux Jeux Olympiques. Après les Jeux Olympiques, moi, je suis toujours d'actualité, je veux continuer, j'ai 34 ans, mais en fait, qui vous êtes pour me dire que je suis trop vieille, en fait, puisque mon corps, il le sent, je suis là, tout va bien, quoi. Et c'est Martine Dupont, à l'époque, qui était la DTN, et qui me dit, non, mais en fait, il va falloir arrêter les tiges. Je dis, quoi? Comment ça faut arrêter? Je comprends pas, c'est bon, t'es un peu vieille, quoi. Et moi, j'ai dit, tu sais quoi, Martine, je vais gagner les France de judo. Je te l'annonce, je vais gagner les France première div. Elle me dit, je te le souhaite. Bon courage. Je dis, ok, t'inquiète. Et en fait, je gagne les France première division en 2016. Et en fait, derrière, il y avait le tournoi de Tokyo. Et encore une fois, on me met pas sur le tournoi de Tokyo alors que j'étais légitime. On met celle qui fait 3, qui montait de catégorie. Bon, je dirais pas non, mais voilà. Et en fait, je me suis dit, je vais pas me battre contre le système. Je vais arrêter de me battre contre le système fédéral. Et je vais passer à la lutte. Je vais aller à la lutte. Il y a les championnats du monde. J'avais commencé la lutte. J'avais déjà fait une médaille comme championne de France. Et je me suis dit, je vais aller faire tout ce qu'il faut pour que je fasse les championnats du monde de lutte. En sachant que ça faisait déjà 3 ans que j'étais à l'US Créteil et que c'était Chambino Sébastien qui m'entraînait et qui était vraiment très investi.
Et donc j'ai commencé, voilà. Je suis partie à la lutte. En fait, c'était marrant parce que c'était bonne marrant. Sensation la lutte. Ouais, mais super parce qu'en fait, en plus, ce qui était drôle, c'est que je passais d'un bâtiment à INSEP à droite pour aller au puis c'est juste en face. En face, Ouais, donc c'était assez drôle. Et puis je voulais aussi faire voir que on ne peut pas être cantonné que dans une case, en fait. C'est pas parce qu'on fait un sport dans une case qu'on peut pas réussir dans d'autres. On a vu des footballeurs qui a essayé autre chose, un nageur qui a fait autre chose aussi, qui est passé de la natation à du hand. Il y a toujours des critiques. C'est une vie de combattante, finalement. Parce que ça peut être ça. Parce que même, et après, t'as même le sambo. Ça fait... Ouais, alors après, voilà, j'ai aussi le sambo, mais ça a été après le sambo parce que quand j'ai fait les mondes, donc je me sélectionne au championnat du monde 2017. Bon, je vous cache pas qu'avec 3 ans de lutte, les nanas, elles revenaient des Jeux Olympiques, elles étaient saillantes, elles étaient au top. Donc, je perds les championnats du monde, mais ceci dit, j'avais quand même regagné les France la même année que j'avais gagné les France de judo, donc un truc qui était jamais fait au mondial. Double championne, la même année, judo, lutte. Ouais, exactement. Et je crois que c'était... Bravo, madame! Ça s'est pas encore fait, je crois pas, ça s'est fait encore en France. Et donc voilà, donc derrière, je me dis en 2017, j'arrête ma carrière, je voulais construire une vie de famille. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Et 2018, en fait, pendant 2018 jusqu'à 2019, je bossais donc chez Thalys, parce que je suis passée chez Thalys. Et là, en fait, j'ai rattrapé ma jeunesse. C'est-à-dire que le monde des étudiants, des soirées étudiantes, je connaissais pas. Ah oui. C'est vrai, c'est un monde. Non mais il faut voir aussi que en vrai, quand on est sportif de haut niveau, on met tellement de sacrifices et qu'on est tout le temps au régime. On peut pas manger, on peut pas boire, on peut pas faire la fête parce qu'on a telle compétition. Quand on est vraiment dans le cursus équipe de France, on ne voit pas le jour. On doit une semaine dans tous les 4 mois de vacances, mais encore, il faut rester au poids parce que derrière, quand tu reviens, t'as une compète. Donc, j'avais jamais vécu cette jeunesse. Donc, quelque part, j'ai rattrapé ma jeunesse en faisant sportif de haut niveau en fête et en soirée. Bref, et en 2019, en fait, je recommence, je fais le sambo. Ouais. Je fais championne du monde de sambo, 3e au monde de sambo. Je me dis, vas-y, je me relance dans du sport. Donc, je fais 3 au sambo, je me relance dans le sambo et 2019, on vient me chercher pour le MMA. Voilà. C'est en 2019 où la MMA se dit, finalement, voilà, une combattante qui fait plusieurs disciplines. Exactement. Mixed martial art. Et là, elle est peut-être faite pour faire du MMA. Et qu'est-ce que tu dis dans ta tête à ce moment-là? Alors, qu'est-ce qu'il vient de chercher pour le MMA? Vous allez rigoler. À la base, j'avais toujours dit non. Bon, au MMA, parce que déjà, le judo français nous disait, si vous faites du MMA, vous êtes radié du judo et que c'était 2 ans de suspension. Donc déjà, c'est pour ça. Et de 2, c'est parce que je voulais absolument pas me casser le nez. Je vous jure que je disais non au MMA parce que je voulais pas abîmer mon petit nez. Parce que j'avais un joli petit nez. Et là, voilà, en fait, tout ce que je voulais pas être arrivé. Bref. Et donc, et puis il me dit, mais non, regarde, elles sont jolies. Et puis il me montre des photos. Et c'est vrai que par exemple, il me dit, t'as vraiment le profil à la Ronda Rousset. Vraiment, le profil, même physiquement, dans le même sens, il me dit, tu vas voir, c'est cool. Le MMA va arriver en 2020, il va être légalisé. Donc, il me demande en 2019, c'est David Bukanovic, qui était un ancien judoka à l'époque. Qui me lance dedans, mais qui est à Marseille. Donc, moi, j'ai signé à Marseille pour la Science du Cas. D'accord. Je suis à la Science du Cas à Marseille. C'est pour ça que je fais beaucoup d'allers-retours à Marseille, qu'on me voit souvent sur mon Insta en train de descendre à Marseille tous les mois pour m'entraîner, parce que c'est mon club d'origine et que Charles-Henri Tchongui est mon entraîneur, avec mon préparateur aussi qui est là-bas. Après, j'ai mon diététicien, lui, qui est en Suisse. Enfin, bref, c'est tout un truc. Mais bon, voilà, je me lance dans le MMA 2020, ça se légalise. Et 2020, le Covid, bien sûr. Oui. Et donc là, arrêt total. Voilà. Et d'un coup, il y a Abdel Kazaoui donc où j'étais à l'époque à Hobby Fight, qui organise le premier événement en France à Vitry-sur-Seine. Et donc j'ai été pour lui la première femme dans son événement à combattre dans l'Hexagone, dans un octogone. Donc aujourd'hui, je suis la première femme en France à avoir combattu au MMA. Eh ben, bravo. Voilà. Bravo. Je suis dans les livres, bon, il est peut-être pas dans son livre, mais je suis dans les livres d'histoire du MMA français. mais je crois, j'ai essayé d'en écrire un deuxième et à ce moment-là, si tu peux placer, c'est ça, si tu peux placer C18. Donc les gens m'ont appelé d'ailleurs C18. On est en train de, voilà, c'est une photo que je voulais te montrer justement. Voilà, justement, c'est le terme C18. Alors pourquoi on t'appelle C18?
18 du coup? Ben, en fait, déjà, je lui ressemble, en fait. Et les gens m'ont dit, les gens m'ont dit, ouais, tu lui ressembles. En plus, pour le jeu, je me suis habillée comme elle et tout. Ouais. Et vraiment, en cosplay, ils me disent, mais t'es vraiment, tu pourrais faire du catch en t'appelant C18 et ça marcherait de ouf. Et c'est les gens qui m'ont appelé Cyborg. Donc, voilà. Voilà. Donc là, on voit effectivement la photo. C'est vrai que c'est assez, c'est vraiment assez bluffant. Ouais, c'est ça. Et donc, le MMA, tu t'éclates en fait dans le MMA. C'est quelque chose que tu. Je découvre le MMA et alors il y a plein de choses positives, des choses aussi que j'adore un peu moins, mais non, c'est un beau sport et puis ça permet aussi de voir qu'en fait, en tant que femme, encore une fois, on peut faire un sport masculin et pouvoir se surpasser et mettre autant d'interaction et de volonté et de courage pour arriver à être dans le même niveau, même si on a encore ce que je disais, on est encore moins payé que les hommes, on est moins regardé, il y a encore beaucoup de choses, mais c'est ce que j'essaye de montrer, qu'en fait, on peut faire que j'essaie de dire aux femmes, pousser la porte du MMA, parce que comme c'est mixed martial art et qu'il y a tous les sports de combat, ça leur permet de toucher à tous les sports. C'est-à-dire que dans ce sport, elles vont toucher à la boxe, au grappling, à la projection, au muay thai, le karaté, enfin j'en ai oublié, parce que c'est vraiment une grosse panel et elles peuvent prendre confiance en elles et pouvoir toucher à ça, quoi. Il y a plein de questions, il y a des questions qui tombent dans le oui, chat. En fait, ils regardent pas. Désolée, mais en fait, il est tellement, il est tellement complet, mais. Mister Meep 2 qui dit, question un peu moins sérieuse. Est-ce que Laetitia a déjà eu à utiliser ses compétences de sport de combat dans son travail avec un passager agressif suite à un contrôle? Alors oui, ça m'est arrivé, exactement. Alors, il y a eu 2 fois. Enfin, une fois où, en fait, je me suis fait agresser. J'étais à Bruxelles, j'allais manger avec le collègue et j'avais mon portable, mais tellement serré parce que je sais que c'est... Voilà, et je répondais. Et le mec, il passe derrière moi. Il veut le récupérer, mais en fait, avec la poigne qu'on a, en fait... Ton téléphone portable? Mon téléphone portable, sauf que je le tenais tellement fort pour me le voler. Ouais. Et comme vous savez, c'est les clapets. Je le tenais comme ça, tellement fort et près de moi, qu'en fait, il n'a pas réussi. Sauf que je le prends, je le soulève. Bah oui, là, je suis en talons et en jupe, en plus, je le prends, je le soulève, je le jette. Sauf qu'il a eu de la chance, c'est qu'à l'époque, on avait un ciré et il a glissé. Mais je te jure qu'il serait tombé, il aurait passé un sale quart d'heure, il serait soummu pourquoi il était là. Et qu'il fallait pas piquer qu'il fallait pas voler les portables. Et après, il a couru, enfin bref. Donc, il y a eu ce moment-là. Voilà, c'était très drôle. Le mec, il a été saoulé. Monsieur derrière, il fait « Ça va, madame ?» Ouais, ça va. Pas je pense problème. que lui, non. Par contre, lui, non. Non, c'était là. Et la deuxième fois, c'est qu'en fait, on a un jeune de 13 ans, parce qu'il était très virulent, qui avait pris des substances, bref, et qui disait des choses, mais c'était assez drôle, parce qu'au moment où moi, je suis dans l'autodérision, je dis oui, mais non, mais pas ce soir, c'est bon. Enfin, les gros mots comme on a, comme insulte. Et qu'à un moment donné, il a pété un plomb, il se jette sur mon collègue, il essaie de le frapper, lui donner des coups de pied, et il me dit, mais vas-y, il me dit, attrape-le, parce que sinon, moi, je vais partir en vrille, parce que voilà. Donc, je l'attrape, je le prends, je le mets au sol. En plus, je fais vraiment attention, parce qu'on sait très bien que dans la loi, en fait, ça peut se retourner très vite contre nous. Je pense que la police, elle sait aussi très bien qu'elle, pareil, elle est dans la même galère parce que il faut vraiment être précis. On est un sport de combat, vous savez qu'on est une arme blanche si jamais il y avait quoi que ce soit. Et oui, à part le mot, la personne est ceinture noire, elle est considérée comme une arme blanche. Je suis une tueuse. Certains disent mon corps est une arme blanche. Ouais. Voilà. Et donc voilà, donc en gros je le maîtrise et puis après en fait dans les conséquences c'était très compliqué parce que le gamin il savait jouer avec ça en disant alors qu'en plus j'avais qu'une envie, c'était de lui mettre une clé de bras mais en fait je le tenais juste parce que sinon il partait vraiment, en plus il était dans ce substance, donc il était complètement fou. Ouais, il était plus à la réalité. Non, plus la réalité. Donc en plus, à un moment donné, il s'est relevé, il commence à sucer son pouce, il enlève, il commence à être virulent. Et après, il a fallu se justifier. Et c'est très compliqué de se justifier. Bien sûr, et dire c'est de la légitime défense. Ouais. Donc c'est très très dur pour nous qui sommes, comme tu dis, une arme blanche. Et on doit en même temps maîtriser un enfant qui est capable de tout. Et qu'en même temps, ça reste... Donc, il fallait faire attention parce que... À chaque seconde, il faut vraiment réfléchir et peser. À tout, à peser. Je ne pouvais pas lui mettre une nuque en ouranac. Donc, non, ça m'est arrivé. Majouk, il dit impressionnant ton parcours, Laetitia. Est-ce que tu penses tenter un autre sport de combat dans le futur?
Allez, je vais faire du catch. Ah, chiche. Je vais faire du catch, ça me paiera mieux que le MMA et je serai en C18 et je suis sûre que ça va faire fureur parce que les Asiatiques, ils kiffent les cosplays ou les gens un peu, tu vois. Bon. Je sais pas, j'en sais rien. Non, je dis ça, mais je vais quand même avoir 39 ans. Et déjà, je vais voir avec mon nez comment ça va se passer, parce que forcément, une lésion comme ça, c'est pas anodin. Il va falloir faire attention, voilà. Donc, je sais pas encore ce que je ferai, mais pour l'instant, c'est vrai que je carbure et que j'ai encore... Enfin, j'ai de la chance d'avoir une génétique. Alors, peut-être parce que quand tu es jeune, le fait d'être tout le temps dans l'activité, je me suis jamais arrêtée. Voilà, j'ai toujours une hygiène de vie très enfin vraiment tu as fait assez attention saine. toujours. Toujours attention avec les régimes et même au niveau de l'alcool. Je suis pas quelqu'un qui boit l'alcool tous les jours. Même si t'es bretonne. Non. Même si je suis bretonne, mais je me suis chaîne, ça va, ça passe. On rigole évidemment. On rigole, l'alcool est dangereux pour la santé. Mais non, en fait, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir une génétique et c'est pourquoi les gens me disent mais comment tu fais? Mais parce qu'il faut savoir aussi que le corps a une mémoire. Toi qui es médecin, tu dois savoir qu'on a voilà, qui se souvient et que finalement les gens qui ont arrêté le sport, ils peuvent reprendre très vite parce que le corps est une mémoire et il peut refaire vite fait des muscles. Voilà, c'est ça, tu vois. Bref, et c'est vrai que je suis tout le temps en train de m'entraîner, vraiment tout le temps. Ça, c'est le leitmotiv vraiment, de toute façon, de ta vie. Tu as besoin de ce sport-là, c'est dans ton équilibre. C'est le fait d'être vraiment hyper active, mais vraiment, c'est très compliqué à gérer et qu'il faut vraiment que j'aille m'entraîner. Il faut que... Ouais, et puis il faut que j'essaie... En fait, ce qui est très dur, c'est que quand tu commences les régimes très tôt, je pense que tu sais très bien que quand on a des régimes, on en a fait aussi n'importe quoi. À l'époque, on faisait n'importe quoi, on faisait des descentes de poids, mais à ne plus boire la semaine. Et c'était Voilà, aujourd'hui, j'ai pris un diététicien où je pèse tous mes aliments par jour. Je me jure, c'est une contrainte. En plus, dans les trains, c'est encore plus dur. C'est pas simple. Et voilà, mais voilà, aujourd'hui, je vous dis, j'ai 39 ans. Je me fais d'ailleurs suivre par la FLD. Parce que je suis un mystère, j'imagine, et qu'aujourd'hui, il faut que je dise où je dorme, parce que la FLD, c'est la lutte contre l'antidopage. Et en même temps, c'est bien, parce que ça veut dire c'est bien, et ça prouve, parce qu'en fait, le MMA, en plus, vient de rentrer, donc on veut montrer, on a pris des exemples, on est 4 nanas, où ils ont pris des exemples pour montrer que, voilà, on a un beau sport, et que voilà, donc on se retrouve aussi à être suivis, mais ouais, c'est parce que les gens, de fois, se posent des questions, et en fait, j'ai envie de dire, non. T'as fait une compétition, t'as fait un combat il n'y a pas longtemps. Bon, alors, c'est d'accord, pas bon souvenir ce combat, mais enfin, on en parle un petit peu quand même. T'as été volé ou pas? Oh, oui. Alors après, en gros, j'ai gagné la ceinture mondiale, donc je suis championne du monde. Aujourd'hui, je remettais ma ceinture, enfin, il y a 3 semaines, au Zénith de Paris, je remettais ma ceinture en jeu. Et sur 5 rounds, je me fais voler, clairement. Pourquoi? Parce que, par exemple, on est 3 juges. Pour vous dire qu'il y a une incompétence. Alors, il y a des bons juges, hein, je sais pas, je remets tout en cause, mais quand même, il y a quand même un problème, c'est qu'il y a un juge qui me donne 5-0, et il y en a un qui donne 4-1 à l'autre. Donc déjà, ils ne voient pas le même combat. Donc déjà, il y a un problème de coordination ou tu vois, entre les deux. C'est-à-dire, tu dis qu'il y a une telle différence dans le jugement qu'à un moment donné, on se dit, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et en plus, celui du milieu qui donne 3-2 à l'autre, il ne me porte pas dans son cœur. Pour vous dire qu'après, on peut dire, ouais, elle est rageuse. Alors, pour vous dire qu'à un moment donné, je veux avoir l'explication, on fait sur MMA Extra Round avec Lucie Berthaud et... je vois bien l'émission. Bref, voilà, et on fait un rendez-vous justement pour qu'on débatte avec justement ce juge. Et comme par hasard, ils sont tous des rendez-vous, il n'y en a aucun qui sont venus parce qu'on voulait justement qu'ils nous expliquent puisqu'on est soi-disant dans le faux. Alors que quand on lit le règlement, on se rend compte que les dommages cumulables, c'est-à-dire que vous faire 10 coups de poing, et moi si je enchaîne une clé de cheville, en fait, les dommages réels passent prioritaires sur les dommages cumulables. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on veut mettre parce qu'on pense que les néophytes, les gens classiques, ne savent pas voir le MMA. Et qu'en gros, ils veulent mettre la boxe en avant. Mais moi, j'ai pas signé au MMA pour faire de la boxe ou de l'intox de boxe. Moi, c'est mixed martial art. C'est pas mixed martial box. Ouais. Tu vois, j'essaie d'expliquer ça. Tu peux pas dire aujourd'hui, vous signez au MMA, ça veut dire que les grappleurs et les judokas, laissez tomber. Si vous mettez pas une soumission ou si vous mettez pas un TKO, vous allez perdre. Parce qu'en fait, on est en train de juger de la boxe. Mais je peux pas devenir boxeuse comme ça du jour au lendemain.
pas en 3 ans de MMA, sachant qu'il y a plein de choses qui se passent. Est-ce qu'il y a des échanges, et toi tu aimerais qu'il y ait plus d'échanges entre, par exemple, l'arbitrage et... parce qu'une fois que c'est jugé, évidemment. Ben, on a fait appel et ça n'a pas fonctionné. Et alors, en fait, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que par cette erreur, on veut que ça change. Et on veut qu'ils disent oui, mais c'est... Non, en fait, lisez le règlement. Si vous lisez bien le règlement, les dommages cumulables et les dommages réels sont... Il y a des choses qui sont... Voilà, c'est parce que vous voulez dire il faut faire de la boxe. Parce qu'en plus, la plupart des juges sont des boxeurs qui viennent de la boxe. Donc forcément, ils verront la qualité de la boxe et non la qualité du grappling. Et non la qualité du passage de garde. Tu vas mettre un coup. Je peux pas mettre un coup et en même temps passer une garde. C'est impossible. Donc, soyez réalistes. C'est fait. De toute façon, c'est fait. Par contre, le vivre à 39 ans, j'en ai eu des combats, j'ai de l'expérience. Eh ben, c'est violent. C'est violent pour moi parce que j'ai l'impression qu'on me crache sur mon travail et que je sacrifie tellement ma vie parce que je fais soit le train, soit l'entraînement. Soit le train, j'ai pas de mec, j'ai pas de vie sociale. Ah, voilà, ça, il y a un appel pour le chat. Je croyais que Mr. Mip, là, et Ross West, je pense que vous pouvez. Mais j'ai pas le temps, en fait. Je passe ma vie à... Je peux pas mettre la place à quelqu'un. En fait, il fallait bien que dans ta vie, il y a forcément une case qui va sauter. Et c'est ma case de la socialité, enfin, le côté social qui... Ouais. Voilà, mes amis, je les vois très peu. Si peu que je les vois, ben, en fait, c'est vite fait. C'est parce qu'on va manger ou je veux mettre la priorité sur mes amis alors qu'il y a des gens qui me demandent est-ce que tu peux... Bah non, en fait, je vois très peu ma famille, je la vois une fois tous les 3 mois. Ouais. C'est compliqué. Il fallait bien que Donc, en fait, et qu'on me dise qu'on me t'as perdu parce qu'on m'aime pas ou par des sales gueules, en fait, ça me rend ouf. Ouais. Donc, parce qu'ils n'ont pas lu les règlements, c'est compliqué. Ce côté injustice, en tout cas, c'est quelque chose qui te touche particulièrement. Mais pour autant, tu n'abandonnes pas. Tu n'es pas quelqu'un qui abandonne. Ben, j'ai pas abandonné parce que la preuve aujourd'hui, c'est que ils veulent de la boxe. J'avais dit, je mets en place de la boxe. Pas de souci. Par contre, alors j'avais eu du mal là parce que j'étais écœurée du MMA. Franchement, j'ai eu 3 semaines ça a été dur pour moi. Je l'ai mal vécu parce que je vous le dis, pas comme ça en fait, c'est violent en fait ce que vous faites, hein. Vous crachez sur... Même un jeune qui donne tout, par vous juge, vous allez juger en fait peut-être la carrière de quelqu'un en 30 secondes et dire non t'es cul. Et que le gamin il a tout mis, enfin même moi aujourd'hui j'ai 39 ans, c'est vrai que je suis peut-être en fin de carrière mais quand même en fait, là c'est en plus le fait d'avoir plus d'expérience et déjà de vécu et de recul, je me dis non là vous m'avez pris pour un saucisson, quoi. Ouais. Bajou qui dit combattre une injustice, c'est terrible. Ouais, et du coup, quand tu réagis, ça veut dire tu mets en place de la boxe. C'est-à-dire, qu'est-ce que du coup, ça aussi, c'est un élément de championne, hein, c'est-à-dire de dire, ok, je constate, je mets en place. Qu'est-ce que là, tu as voulu mettre en place là? Alors, quand je perds, je suis vraiment bonne joueuse. J'ai perdu. Et en fait, quand je perds parce que j'ai perdu, parce que j'ai fait une erreur, je suis là, je dis, allez, les gars, ok, j'ai perdu, j'ai fait une erreur, c'est moi, il n'y a pas de souci, je vais pas travailler et travailler 2 fois plus. Là, je te cache pas que j'y vais pas avec une passion parce que je me dis, en fait, c'est m'obliger à aller dans quelque chose que, alors oui, il faut aller à la boxe, je l'entends, mais j'ai pas signé au MMA pour faire de la boxe en fait. Sinon, on va. Et puis s'il faut favoriser s'il faut que les gens ils voient de la boxe parce qu'ils aiment la boxe, qu'ils aiment voir du show de boxe. Mais bon, je me suis dit aujourd'hui, je vais retourner au MMA. Au début, je voulais pas. Je me suis dit vas-y, je retourne au MMA. Et ce que j'avais mis en place, c'est que je dois partir en Guyane. En Guyane, là-bas, il y a le GIGN et Florence, c'est un entraîneur et un prof de boxe. Et je me suis dit, je vais aller m'entraîner avec une partie du GIGN et puis Florent qui est un très bon entraîneur de boxe pour justement apprendre la boxe, reprendre des bases. Le mois prochain, j'avais été sélectionnée pour faire du water rugby à 7. Ah ouais. C'était un projet qui se montait et qui était avec les anciens du 15 de France et d'autres mondialement connus dans le rugby. On devait se faire sur Abu Dhabi, un water rugby donc à 7 où tu vas mettre la balle ailleurs et tout. Mais il y a quelque chose qui a fait que ça ne s'est pas fait. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais partir en Thaïlande, je vais faire du Muay Thai et je vais aller m'entraîner là-bas. Mais il faut savoir que dans le MMA, je perds beaucoup d'argent. Parce que quand je ne travaille pas, je perds plus de 700 € par mois. En fait, sur une prime, il faut savoir qu'à la fin, il me reste 1000 balles. Sur 5000 balles que je gagne, là, par exemple, j'ai payé le manager, l'entraîneur, le préparateur physique, le diététicien, il y a l'URSSAF, une partie de l'URSSAF, et derrière, il y a la perte salariale.
plus un régime. Un régime, ça coûte cher manger Bien sûr, bien manger. Le poisson, c'est devenu du luxe. La viande, c'est devenu du luxe. Ouais. Donc en fait, tu fais tout déduit, mais il restait 1000 balles. Donc en fait, ces 1000 balles, j'allais les investir dans ces voyages justement, et encore que pour justement aller m'entraîner et me permettre pour le 3 juin d'être au top. Mais là, en fait, tu vois, il y a ça qui fait que ça arrive et il va falloir se en compte et mettre dans la balance tout ce qu'il y a quand même. Bon. Et justement, les combats, c'est du stress, la préparation du combat. Comment tu appréhendes ça, justement? Est-ce que tu arrives au combat en ayant envie de te battre? Est-ce que tu es stressé? Comment tu gères cette tension? Voilà. Voilà. Alors, après, le fait d'avoir de l'expérience, parce que la notion du stress, je le gère différemment. Déjà, quand je monte dans la cage, tout le monde me dit, mais c'était plus la même, c'est poker face, c'est vraiment quelqu'un, je suis différente, je pose mon cerveau. Et en fait, c'est ce que je dis souvent aux jeunes, vous avez 5 minutes de combat aussi, peu importe votre temps dans n'importe quel sport, votre but c'est de gagner. Et que même si en face de vous, parfois vous avez plus fort que vous soyez fiers de vous. C'est qu'en fait, en sortant, vous ayez mis le meilleur de vous-même et que quand vous sortez, vous soyez dit avant que j'ai perdu, il a été meilleur ou j'ai perdu pour telle conséquence, mais je suis fière de moi. Et en fait, c'est pour ça que quand je rentre dans la cage, je me donne à 1000%. Mais vraiment, avec tout ce que j'ai, toute mon âme et le stress, tu auras forcément du stress. Donc, il faut qu'il soit positif. Et ce stress, il est là. Mais au moment où on te dit c'est parti, de toute façon, tu n'as pas le temps de gérer ton stress ou pas ton stress. C'est vrai que pour pallier à ça, il y a des préparateurs mentaux. J'ai pas eu l'occasion d'avoir un préparateur mental, mais plus d'avoir un psychiatre qui était Michael Larare pour qu'on mette des choses en place. Mais vraiment, tu vois, souvent on te dit il faut te voir gagner. Tu sais, il y a des gens qui disent voilà, il y a beaucoup d'imagerie mentale. C'est très rare que j'imagine me gagner, mais finalement, je me suis imaginé gagner. Tu vois, il y a des facteurs qui te disent stop. Extérieur, j'ai eu beau à faire des images de ouf en train avec Margot prendre ma ceinture. Rien. Ça n'a pas fonctionné. Majou qui dit la résilience, c'est une de tes très grandes qualités. C'est gentil. Laetitia, hein. Tu as su développer depuis tes débuts en judo, ton parcours de vie et ta carrière de sportive de haut niveau, voilà. Donc c'est vrai que c'est faux, mais c'est parce qu'en fait, je veux donner du courage. C'est vrai que sur Instagram, quand tu reçois des messages en disant merci parce que on voit que tu es une femme normale, c'est-à-dire quelqu'un normal, enfin qu'est-ce que la normalité, mais c'est-à-dire que on te voit travailler parce que je veux vraiment mettre en place comme n'importe qui, on travaille parce que des gens me disent ah c'est dur, j'y arrive pas. Et en fait, des fois il y a des gens qui me disent ah merci, grâce à toi j'ai trouvé une source de motivation. Il y a une nana, elle m'a vu combattre chez Greg MMA et aujourd'hui elle s'est mise au jiu-jitsu brésilien et elle fait des médailles. Et elle me dit mais c'est grâce à toi parce que le jour où je t'ai rencontré, tu m'as dit mais essaye en fait, mais vas-y en fait. Laisse personne dire que tu peux pas y arriver. Tu peux que y arriver, c'est toi et ton rêve. C'est toi et peu importe, tu auras toujours des gens qui te critiqueront. Que tu sois bien habillé, t'es un bourgeois. Que tu sois mal habillé, t'es un clochard. Donc quoi qu'il arrive, tu seras toujours critiqué. Voilà, c'est vrai. Donc autant faire ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire pour donner un exemple. Mais voilà, donc je pense que les gens, quand tu les motives et que tu leur donne de l'énergie en me disant voilà ils y arrivent, c'est ce qu'il faut quoi, c'est pour ça que ça me motive. Une autre grande qualité, c'est ta longévité, hein, on en parlait justement. C'est quoi les secrets? Quelle est la potion magique? Quel est le secret de ta longévité? Parce que clairement, tu l'as dit, 39 ans, voilà, et je pense que tu as encore du temps devant toi, comment tu y arrives? Franchement, génétique, bon d'accord. Oui, non mais après oui, alors ça sous-entend parce que souvent on dit ouais, c'est pas possible, elle est dopée, mais je sais même. Non, mais parce qu'il y a des sous-entendus comme ça. Bien sûr. Mais je sais même pas ce qu'est un produit dopant, je sais pas les gars, je sais pas. C'est ça le pire, il y a des gens ils arrivent à te sortir tout. Franchement, je n'ai jamais su, à part, à part les herbes, tu sais, qu'on te donne comment ça s'appelle, les compléments alimentaires, là, tu vois, les vitamines ou les choses comme ça. Oui, je prends des compléments alimentaires, mais
putain, bah, donnez-moi des noms, quoi. Mais sinon, j'ai soulevé trop de menhirs quand j'étais petite. Ouais. Panoramix, le druide m'a donné une potion. Ah si, j'ai bu de... Ah, ça y est, je sais pourquoi. J'ai bu de l'essence quand j'étais petite. Ah bon, non, faut Non, pas. mais c'est vraiment Non, vrai. C'est pas bien. Non, je présente, c'est vrai. Non, après, je sais pas. Non, mais après, je En peux tout pas. cas, il y a par exemple, il y a une peut-être hygiène une de piste, vie, quoi. il y a Majouk justement qui dit, on se rend pas compte des sacrifices au quotidien quand on est sportif de haut niveau. Peu de gens feraient ce sacrifice. C'est peut-être ça un des éléments. C'est-à-dire, tu l'as dit, tu es vraiment à 100% dans ton projet. C'est-à-dire que vraiment... Je mets tout en place, en fait, depuis. Puis j'en faisais toujours plus que les autres. Vraiment, c'est peut-être... Alors, un défaut, parce que même tu pourras le dire en tant que médecin, le repos dans une vie sportive est important, puisqu'il y a des blessures qui se font. La récupération. La récupération. Et j'ai eu la chance, moi, j'ai eu des blessures, mais je ne mettais pas assez de récupération. Non. Et je pense que j'aurais pu éviter beaucoup de burn-out ou des trucs un peu difficiles à traverser si j'avais pris un moment pour moi et me dire hey, stop, on va se reposer. Mais je suis toujours dans l'entraînement. Et puis, oui, la longévité, mais mangez, pesez tous les jours votre viande, votre plat, votre salade. Prenez du vinaigre de cidre parce que c'est du vinaigre de cidre, parce que la César salade, la sauce, elle est trop grasse. Enfin, tu vois, tous les petits détails que, en fait, dans la vie, on a envie, tu vois. Ah, ben, j'ai envie de manger un McDo. Bah non, en fait, je n'y vais pas parce que... Ou sinon, quand je vais au McDo, je mange la salade, mais sans la sauce, tu vois. Et c'est comme il dit, c'est un sacrifice. Et je ne bois pas mon verre de vin ou mon verre de champ ou mon rosé à mon repas le midi ou le soir. Ça reste très ponctuel, très exceptionnel. Voilà, c'est vraiment quand je veux faire la fête, il faut pas croire que je suis une sainte et que je fais la fête, je fais la fête et je bois mon champagne et je m'éclate. Mais voilà, sinon, après, c'est vrai que là-dessus, j'ai une hygiène de vie et comme il dit, un sacrifice de dingue et que j'ai pas de vie sociale, donc j'ai pas le temps d'aller manger et picorer les chips et les gâteaux, ou il y a tout ça. Et puis même, moi... Et du coup, comment t'es organisé la question, c'est un peu, qu'est-ce qui... Alors, c'est un truc énorme, mais est-ce que t'as un petit staff autour de toi? T'as un préparateur physique, entraîneur il y a un staff. Le seul problème, c'est que mon staff, il est à Marseille. Tu vois, par exemple, mon entraîneur Charles-Henri est à Marseille. Je vais au NR Fight et c'est Johnny qui prend le relais quand je vais au NR Fight avec les filles où je m'entraîne. Bon, ben, voilà. Voilà, mon préparateur physique, qui est Baptiste Vantoine, lui, pareil, il est à Marseille. Et il faut savoir qu'il m'envoie les séances. Et je fais les séances toute seule. Vraiment, je pense que... Ça, il faut une motivation. Vraiment, si on peut m'enlever, enfin, si j'avais une qualité à définir, c'est le mental. Si j'ai un mental, mais je veux me lancer des fleurs, mais extraordinaire. Je repousse toujours mes limites. Et se taper des 500 mètres au rameur, 10 burpees, 500 mètres, je suis toute seule. C'est dur. Et c'est vraiment, tu sais ce que tu veux l'avoir, mais mets tout ce qu'il y a en toi. Et vraiment, c'est ça le truc. Même ma nutrition, j'ai Mohamed, le diététicien de Carla Moussou, qui lui, pareil, me met en place mes nutritions, mais il me les envoie, donc il faut que je sois carré. Bon, il m'appelle pour savoir si tout va bien, mais tu vois, c'est pareil, c'est une volonté. Il n'y a personne derrière mon cul qui me dit « Hey, Valérie, là, t'as mis... » Non, c'est vraiment, qu'est-ce que vous voulez, vous, pour y arriver? Qu'est-ce que vous mettez en place pour y arriver? Mais que ça soit même dans le sport ou dans votre vie, qu'est-ce qui va faire que vous allez mettre des choses en place pour réussir dans ce que vous voulez. Tu t'es fixé un but et tu mets tout en place pour pouvoir y arriver. Et c'est dur parce que je fais des découchés à Amsterdam, à Bruxelles, je suis contrôleuse, j'amène mes affaires pour courir à Amsterdam, je cours dans la nature, il est 21h, et au lieu d'aller prendre des verres avec mes collègues, en fait, je fais le choix. Et c'est le choix et la discipline qui va déterminer votre volonté d'y arriver et où vous voulez aller, et peut-être avoir à 39 ans le secret. Après, la différence, c'est que je n'ai pas eu d'enfant. Il y a à un moment donné cette espèce d'envie d'enfant ou d'enfanter chez les femmes sportives qui fait qu'à 34 ou 35 ans, elles arrêtent. Peut-être qu'elles n'auraient pas d'enfant, elles seraient comme moi à 39 ans. On ne peut pas statistiquement, parce que je suis une des seules femmes dans toutes les nanas avec qui j'étais dans le judo qui n'a pas eu d'enfant. Donc peut-être que si tu leur enlèves le fait d'avoir d'enfanter et de pouvoir continuer le sport à 40 ans, sachant qu'en plus on te dit que tu es trop vieille dans le sport quand tu en as 35 et qu'on t'ouvre la porte pour que tu t'en ailles. C'est la différence, c'est que moi je me suis accrochée aussi. Je me suis accrochée pour montrer qu'à 39 ans, on ne ferme pas des portes parce que toi, tu as décidé que j'arrêtais. Toi, après un combat, justement, bon, alors l'entorse, tu m'as dit, mais après un combat, tu prends combien de temps de repos pour récupérer?
Et ça arrivait que, en fait, j'allais directement. Alors là, quand j'ai subi l'injustice, je suis dès le lundi. Je combattais le samedi soir, le dimanche. Dès le lundi, j'allais courir pour en fait enlever cette colère que j'avais en moi. Et toute la semaine, je me suis butée au sport parce que j'étais tellement en colère et que tu vois, c'était dur et violent qu'en fait, je me suis entraînée direct. J'ai pas pris de repos. Et mais normalement, en fait, c'est très compliqué parce que même quand après les combats et les compètes, j'ai beaucoup de mal à prendre du repos. Parce que quand on était au repos en équipe de France, tu savais que il fallait quand même un peu t'entraîner parce que la semaine d'après, il y avait un combat qui allait arriver, on préparait les championnats du monde ou telle chose et qu'en fait, il y avait le poids qui jouait. Donc en fait, je pense qu'il y a quand même un mécanisme où une façon de faire qui est très dure pour moi de prendre du repos. Là, la Guyane, tu vois, j'y allais, ça devait être mes repos. En même temps, le matin, j'avais mis en place de la boxe tous les matins avec une préparation physique. Et tu vois, il y a quand même cette notion de repos parce que l'après-midi, j'allais visiter, etc. Mais il y avait quand même une place de sport. Donc, il n'y a pas un repos complet, c'est-à-dire pour toi, c'est seulement une question de curseur d'intensité. Tu vas en vrai, si j'avais le métier, en fait, si je faisais que du sport, je me mettrais le samedi, dimanche repos, tu vois, comme parce que les sports, voilà. Mais là, en fait, moi, quand je suis au repos sportivement le samedi, dimanche, je travaille avec le train. Donc, tu vois, et quand vice versa, et quand j'ai du repos avec le train, je vais aller m'entraîner, en fait. Donc, tu vois, j'ai jamais de repos permanent. C'est la variété, finalement, qui te crée une sorte de récupération. Mais en même temps, est-ce que tu aurais besoin de moments où tu fais rien du tout? Et je pense qu'il m'en faut parce qu'il faut vraiment qu'il y ait ces moments où tu passes par ce côté où tu te poses et ton corps se récupère et se régénère en fait. Et j'ai encore beaucoup de mal à régénérer mon corps ou à trouver quelque chose, une activité. Si je fais du step, mais ça reste du sport. Mais tu vois, aujourd'hui, je vois plus un côté de repos avec un sport qui est complètement différent de la danse, de la bachata ou mais en fait, une journée sans sport. Tu fais de la bachata aussi? Ouais, je fais de la bachata, ouais. Alors moi, je danse le foro. Ah, ben, tu vois? Tu danses le foro aussi? Non. Non, je bachata. Bachata, il y a un peu de salsa, mais pas encore le foro. Ça viendra. Bon, et on va danser un petit peu. Tu vois, pour mettre l'ambiance. Mais bon, je vais attendre d'être refaite avant de faire peur aux gens, parce que bon, non, là, ça va, tu vois, dans le noir. Mais bon, non, voilà, j'ai beaucoup de mal à trouver ce repos. Et là, en fait, je me dis, là, je me suis peut-être cassé le nez. Et c'est peut-être un signe parce que après c'est vraiment tu vois, c'est un coup de genou qui part en même temps je plonge dans voilà, donc c'est peut-être un signe, ce que me disait l'entraîneur, pour que vraiment je prenne ce repos qui m'est c'est presque obligé quoi. Mais je vais quand même aller courir, tu vois, c'est physique, c'est physio, parce que aussi il y a cette notion je vais grossir, je vais prendre du poids parce que mon corps en fait il faut qu'il reste quand même dans un mouvement actif, parce que avec le régime, comme on a une facilité à prendre du poids parce que notre corps, tu vois, il y a la balance de manger avec les calories et la balance de dépenses. Donc en fait, tu vois, j'ai encore ce sentiment dans ma tête que j'ai encore pas la notion de oh là, il faut que je reste quand même à peu près correct. Et puis voilà, il y a ça aussi qui joue beaucoup dans la psychologie. Et on te voit beaucoup très enjoué, on te voit expressive, etc. Et ça, on adore évidemment, voilà. Et obligatoirement, on se dit, mais est-ce que ça cache pas des fois une tristesse ou quelque chose en toi comme ça un peu voilà. T'essayes de percer mes secrets là. Ah voilà. T'essayes de percer mes secrets. Ah c'est le doc. C'est le doc. Je pense que t'es médium un peu. Alors j'essaye le moment où je suis triste, où je pleure, où je suis chez moi, c'est vraiment toute seule chez moi et parce que en fait mon père il m'a dit toujours, et ça m'a marqué, c'est un sourire, c'est gratuit dans la vie. Et j'ai toujours de la bonne humeur et de la joie de vivre parce que parce que je sais faire en fait, je sais faire ça et donner du bonheur aux gens et faire rire les gens quand ils sont dans le malheur ou quand ils vont pas bien. Et je vous jure qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va pas bien dans mes amis ou quoi que ce soit, c'est toujours moi qu'on appelle. Et alors ça fait voilà, mais tu remontes le moral. Je remonte. Ouais, je pense que j'ai un don où je sais pas, on me dit souvent une qualité, un don, puis peut-être voilà de bienveillance des gens, à être toujours vouloir qu'ils soient heureux, parce que quelque part ça me rend heureux de les rendre heureux. Et mon côté à moi en fait, c'est quand parce qu'il faut voir, il y a une solitude des fois parce que je suis seule, mes parents, toute ma famille elle est en Bretagne. Et bon voilà, je suis seule parce que j'ai pas de mec, et puis il y a mes amis qui sont là, et heureusement parce que c'est eux qui me tiennent des fois quand c'est vraiment très très dur.
mes entraîneurs et des gens qui sont vraiment spéciaux. Mais des fois, ouais, il y a une profonde solitude parce que quand il t'arrive des galères, t'es seul, tu vois. C'est pas le sport ou ton travail qui va faire que. Et encore que j'ai la chance d'avoir des gens, mais comme je suis pas quelqu'un qui demande. Voilà, je pleure un bon coup, je me relève, j'ai la chance d'avoir voilà un psychiatre qui m'aide, je vais voir un hypnose aussi des fois qui me permet d'enlever plein de choses. Donc je fais beaucoup de travail, j'écoute beaucoup de podcasts aussi sur la motivation, sur comment reprogrammer son cerveau en 21 jours parce que en ayant des phrases positives. Pareil, j'utilise rarement le ne pas. Tu sais, quand on utilise le ne pas, on voit toujours la négation. Ouais. Quand tu dis ne recule pas à un athlète, tu dis enfin tu sais comme exemple ne recule pas, tu ne lui donnes pas la solution. Oui. Tu vois, donc au lieu de lui dire avance. Puis le cerveau retient surtout recul. Oui, recule, exactement. Et qu'en fait, je fonctionne. Dès que je mets ne pas dans une phrase, je le modifie pour qu'en fait, ça devienne une phrase positive. Ouais, pour qu'en fait, en fait, le positif apporte le positif. C'est pour ça aussi que j'essaie de rester positif. Et pourtant, là, je vous assure, il m'en est arrivé des galères. Je me suis fait voler ma victoire. Je viens de me péter le nez. Je m'étais fait cambrioler il y a 2 mois de ça. Voilà, je perds une amie le lendemain de mon cambriolage. Je tombe malade. Enfin bref, j'ai vraiment eu dernièrement des galères. Alors on me dit ouais, est-ce que tu connais? Ah bah tiens, toi t'es marabout, tu es. Est-ce que tu peux me filer 2-3 pattes de lapin, s'il te plaît? Ça serait sympa parce que si quelqu'un connaît un bon marabout, mettez-le parce que mettez-le moi en commentaire parce que là ça commence. Non mais je les encaisse en fait, je les encaisse. Et je reste toujours. Alors c'est vrai que je suis catholique, peut-être que c'est ça aussi qui me retient et qui me dit voilà, Dieu a un plan pour tous. Donc je me dis. C'est important la religion pour toi? Moi, pour moi, c'est important. Après, j'ai fait ma petite communion, grande communion, confirmation. J'étais catholique, j'ai accompagné ma grand-mère à l'église, etc. Voilà, ouais, je crois en Dieu et puis c'est ce qui peut-être me maintient en me disant Dieu a un plan pour tous. Le jour où j'ai perdu ma victoire, je me dis putain. Je sais pas quel plan tu as pour moi, mais mon Dieu. Et là, quand je viens de et quand je viens de me péter le nez. Je reste encore positive, tu vois, parce que je me dis voilà, en fait, il faut savoir que dans les mauvaises choses, il peut forcément y découler des bonnes choses, tu vois, il y a des choses qui vont arriver, il y a des bonnes choses, faut juste rester positif, c'est dur parce que là, ça fait vraiment beaucoup depuis le mois de décembre. J'en encaisse et même ma pote, elle m'a dit, il va falloir que tu vois quelqu'un parce que c'est pas possible. mais j'essaie de rester positive et je suis sûre que la roue, elle tourne et qu'à un moment donné, il va y avoir des belles choses. Je le vois pas pour l'instant, mais il y a des belles choses qui vont arriver et voilà. Mais en fait, j'essaie de donner la positivité parce que moi, je suis capable d'encaisser, en fait, peut-être je sais encaisser les coups durs, mais quand je vois les gens qui n'ont pas cette capacité, j'ai envie de les pousser, qu'ils aillent les aider. Parce que après, moi, je sais faire, c'est bon, vas-y, je peux porter tes malheurs. Je saurais faire parce que je vais aller me dépenser différemment mais je vais t'aider, je vais aller au bout. Il y a Bougis qui dit, elle est très touchante. Il y a Majou qui dit un repos, alors qui a reparlé du repos. Un repos actif peut être bénéfique. Du coup, Laetitia a besoin de se dépenser malgré le repos, besoin de rester dans son activité d'intensité. Enfin, voilà. Donc, le chat. Et le fait, sport de combat, être une femme. Oui. Est-ce que c'est facile? Est-ce que qu'est-ce que tu aimerais changer? Est-ce que il y a des choses où il faut progresser? En fait, on a encore sur la disparité, comme dans le travail ou même chez les femmes, tu vois, on n'a pas le même salaire, ce que je te disais. Imagine, on fait les mêmes sacrifices, voire un plus, parce qu'on met notre vie de femme de côté. Donc, bon, pour ma part, parce qu'après il y en a qui y arrivent, mais on s'entraîne autant d'heures que les hommes. On a les mêmes sacrifices qu'eux. Et pourquoi on est moins payé, en fait? Pourquoi on est moins payé? Parce qu'en fait, on est moins visuel. Enfin, je sais pas, mais pourtant, c'est quand même... voilà, en fait, on retrouve de l'injustice? De l'injustice aussi, parce que il y a des fois où en fait, ouais, moi j'ai eu quand même des moments où on me disait, ouais, femme, t'es pas à la cuisine, quoi. Je dis, ouais, je sais pas cuisiner, je vais te faire des pâtes si tu veux, mais tu vois. Enfin, bref. On te disait, c'est-à-dire dans le milieu sportif ou dans le milieu sportif, ça m'est arrivé, mais voilà, il y a des moments où tu dois toujours prouver encore plus que les autres pour dire, ouais, non, mais j'ai ma place, je suis une femme, mais je suis là, il y a pas de souci. Alors, ok, je frappe moins fort qu'un homme, mais j'y mets autant d'engouement, autant de... Ouais, est-ce qu'il y a d'autres fers de lance avec qui tu peux échanger? Je pense à Manon Fiorot, je pense à Lucie Berthaud. Est-ce que c'est aussi des fers de lance
du MMA féminin. C'est des belles, en fait, elles fédèrent vraiment, c'est des belles femmes, elles fédèrent vraiment des belles choses, tu vois, on essaie de montrer, après, surtout pour ma part, j'essaie de vraiment montrer qu'on peut être femme en étant sportive. C'est-à-dire que je mets des talons, vous me verrez toujours habillée, voilà, en robe ou des moments où, voilà, il y a Jennifer Toro aussi qui le fait très bien en tant que femme. Qui ça, pardon? Jennifer Toro. Oui, bien sûr. Qui est vraiment une nana MMA qui était vraiment très, très féminine. Elle est encore plus que moi parce que vraiment, elle arrive à se maquiller. Vraiment, elle est géniale. Et voilà. Mais pour montrer aussi que même Lucie est toujours voilà, on est toujours bien, même Manon, on dégage, en fait, des choses et on essaie de montrer qu'on peut être madame tout le monde, comme tout le monde, aller avec son petit sac à main et ses petits talons, aller faire du shopping. Il faut pas les fouiller dedans. Faut pas fouiller dedans, vous l'arracher. Et voilà. Et puis, et voilà, et de faire du sport de combat. Et c'est pour ça que je veux aussi montrer que madame tout le monde peut aller faire un sport de combat. Alors peut-être pas à notre niveau, parce que, mais peut pousser une porte de sport de combat et aller s'entraîner. L'idée, c'est ça, c'est parce que là, vous êtes, toi particulièrement, et toutes celles qu'on a citées, vous êtes des athlètes professionnels, des athlètes de haut niveau. Donc voilà, c'est tout à fait particulier. C'est 1% de la population. Ouais, mais même, il y a, je peux t'en citer, il y avait Sakanash, il y avait Vadourt, il y avait tellement. Voilà, pour le reste de la population, l'idée, c'est de se dire, faites du sport de combat, etc. Enfin, n'hésitez pas à votre niveau. Voilà, au moins prenez il y a une augmentation, et on a vu pendant le confinement de Covid, des agressions féminines et voilà, encore à domicile, encore plus flagrant. Donc, en fait, c'est important que les femmes, elles arrivent à prendre confiance. Et il y a aujourd'hui des cours de femmes mis en place, parce que je peux comprendre que arriver dans un cours d'hommes, on a l'impression c'est vrai, des fois, quand moi je suis arrivée dans des cours d'hommes, j'ai l'impression de leur faire perdre du temps, parce que comme je sais que j'étais moins forte, j'avais le sentiment de leur faire perdre du temps, et donc, tu vois, je les laissais non, mais va-t'en, tu vois, donc, et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment c'est Marie Loiseau qui fait des cours, Mathilde aussi, qui font des cours de femmes spécialement, et qui permettent à ces femmes, justement, de prendre confiance, de s'éclater, et puis, d'avoir peut-être des réflexes qu'elles n'avaient pas pour les prochains, ou, tu vois, d'avoir une bulle de confiance qu'on a, tu vois, par exemple, tu t'approches ici, moi, je serais pas gênée. Et il y a une femme, par contre, si t'arrives ici et que tu commences à rentrer, elles sont déjà en panique. Tu vois, et c'est des choses que tu peux changer sur la perception et l'attitude, exactement, tout de suite, ça renvoie quelque chose. D'avoir un peu plus confiance quand tu marches dans la rue, tu vois, il y a tout ça, il y a vraiment, c'est important. C'est quoi une journée dans la peau de Laetitia Blo? Ouais, c'est violent. Et il y a une journée type? C'est violent. Non, il n'y a pas de journée type parce que mon planning, il change tout le temps. Un jour, je peux être à Amsterdam, un jour, je peux être à Bruxelles. En gros, par semaine, je dors pas 3 fois par semaine chez moi. Ouais. Donc, je suis dans les gares ou en train de dormir dans les hôtels. Et selon mon planning, je vais m'organiser mes entraînements. Voilà, donc c'est plutôt ça, mes journées type. Et dès que je peux, j'essaie de mettre en place des repas avec mes amis, etc. Mais c'est très, très dur. Donc, ouais, en fait, la journée type, c'est beaucoup de travail et entraînement. Donc, tu places l'entraînement, le travail, et après, tu rajoutes en fonction d'eux, et si j'ai le temps, ou tu vois, j'ai l'impression des fois de pas avoir ma journée passée et de pas avoir ce temps de se poser, parce que justement, tout le monde te demande, voilà, passer une bonne ambiance. En plus, j'arrive à allumer l'ambiance. Bref, quand tu fais une soirée, tu peux être sûr que t'en souviens. J'ai un boucan. Et c'est vrai que même les gens, ils me disent, j'aimerais bien te rencontrer, mais je suis désolée, j'ai pas le temps. Je vous jure que j'aimerais, mais j'ai pas le temps. J'aimerais faire le maximum, mais c'est compliqué pour moi. Je vraiment. Allez, on rejoue. On continue à jouer. Il y a toujours le livre là. Voilà, un quiz. Le quiz, le livre qui est là. Vous jouez, vous identifiez une prochaine question qui est vraiment intéressante. Tiens, selon All Judo, combien Laetitia Blo a-t-elle remporté de médailles, toutes compétitions seniors confondues? En judo, hein. On parle en judo. En judo, combien Laetitia Blo a-t-elle remporté de médailles, toutes compétitions seniors confondues? Mais moi, je savais pas, les gars. Hein. Les filles, là, je savais pas. Donc, Est-ce que c'est 52? Est-ce que c'est 12? Est-ce que c'est 26? Est-ce que c'est 35? 52, 12, 26, 35, toutes compétitions confondues en judo. Combien de médailles? C'est le moment de répondre. Combien Laetitia Blo a remporté de médailles? 35, 26, 12, 52. Voilà les solutions. On attend vos réponses. N'hésitez pas à jouer si vous voulez gagner le formidable livre. Vous avez répondu. La réponse est 35. La réponse est 35. Vous le savez?
Moi-même, je savais pas. Tu savais pas? Ouais, ils ont pas dû compter les tournois des petits tigres. Ils ont pas compté le tournoi des petits tigres. Non, je ne valide pas. Donc voilà, c'est 35. C'est 35. Voilà, donc évidemment, voilà, donc ça veut dire beaucoup de médailles, donc ça c'est quand même assez impressionnant. Ouais, c'est bien parce que vraiment dans toutes les disciplines, j'ai été au moins fait une médaille mondiale, sauf en lutte, parce que bon après il me manquait un peu de temps. Mais même en MMA, j'ai gagné la ceinture mondiale, donc vraiment je me dis, je serais aux États-Unis, je serais une légende. Vraiment, hein, c'est là où tu vois qu'en France, on n'en a rien à carrer de ton parcours et de ce que tu fais. Après, je l'ai pas fait pour ça, mais parce que je voulais plutôt, moi, prouver aux gens qu'on pouvait passer d'un sport à un autre, qu'on pouvait toujours se surpasser et aller quelque part. Mais des fois, t'as envie de marquer l'histoire et t'as l'impression d'être passé à côté, alors que il y en a plein des pépites comme ça dans le sport, des pépites sportives qui ont fait des choses extraordinaires. Et je trouve ça dommage qu'il n'y a pas assez d'engouement dans le sport français et que les gens s'intéressent pas assez au sport et apprécier nos sportifs. Regarde le nombre de gens qui ont fait des médailles olympiques et qu'aujourd'hui ne savent. Je poserais la question à n'importe qui. Il y a des gens, ils ne sauraient même pas te donner une médaille olympique à Tokyo parce qu'ils en ont rien à. Enfin, leur vie elle continue et qu'aujourd'hui les choses font que on s'intéresse moins au sport et c'est pour ça qu'on n'est pas payé à notre juste valeur ou que les entreprises n'investissent pas sur nous pour les partenariats parce que y a pas de visibilité ou voilà, il faut être bankable ça commencerait par la notion de visibilité finalement. Visibilité aujourd'hui en fait même on en est à choisir ton profil parce que tu as des Instagrammeurs, parce que tu es bankable sur les réseaux au lieu de ton profil sportif pour certains combats de MMA parce que en fait il faut rapporter de l'argent. Ouais. Ouais. Donc on en est là, tu vois, c'est compliqué. C'est bon, il y a une chose. Tu devais m'emmener un petit truc. Bon, tu l'as oublié, mais t'as une bonne excuse. Alors je suis désolée, j'ai une bonne excuse, mais vraiment, j'ai pris un. Là, on va dire que c'est ça. Vas-y, on va dire que c'est ça. Et ça, qu'est-ce que c'est alors voilà, je suis désolée. C'est vrai que je devais le prendre, mais en fait le temps il a été court, c'est pour ça que je suis désolée. D'ailleurs, on a commencé en retard. En fait, la chose la plus précieuse pour moi, c'est mon passeport, parce que comme je vous l'ai dit au début de l'émission, les voyages c'est important et la diversité et les tampons qu'on a reçus comme les tampons des Jeux Olympiques, on est très peu à les avoir sur ça, donc c'est des très beaux souvenirs. Et voilà, si je vous dis le passeport, c'est quand même ce qui vous donne l'ouverture sur le monde entier, puisque sans passeport vous pouvez pas voyager. Et c'est ça, c'est le passeport le plus précieux pour moi. En fait, c'est quelque chose, voilà, c'est pas vraiment, c'est pas mes ceintures, mes médailles, parce que ça m'a pas construit, mais je pense que les voyages m'ont construit énormément. Ouais, donc c'est mes passeports. Donc là, il y a il y a l'Australie, hein. Il y a les tampons, là, il y a un visa. Il y a le visa, que je me suis cassé le nez, d'ailleurs. C'est impeccable. Ouais, d'ailleurs, comme ça, j'avais évité de l'oublier, tu vois. Le prochain passeport. Voilà. Il y a Majou qui dit, Laetitia, as-tu envisagé de faire du cinéma vu tes compétences en sport de combat? Et oui, on a reçu un cascadeur professionnel. C'est vrai? Ouais, on a reçu un cascadeur professionnel il y a 2 semaines. Donc, je pense que c'est en rapport avec cette question-là. Est-ce que justement, le fait, justement, d'être sportif de combat, et ce qui nous explique qu'il y avait beaucoup de sportifs de combat, est-ce que ça, c'est quelque chose, la cascade qui te... j'ai pas, en fait, oui, pourquoi pas, parce que j'en avais parlé avec un sportif qui faisait justement, qui était cascadeur, qui est vraiment, voilà, et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. J'ai eu des propositions, en fait, là, je viens d'avoir justement une proposition sur comment ça s'appelle, pour jouer une comédie, mais en fait, j'ai pas eu encore l'opportunité. C'est de savoir comment faire avec ton travail. C'est pareil, comment tu mets les choses en place. Non, mais moi, par contre, ouais, le film, je kifferais, quoi. J'adorerais qu'on me propose de faire un film et de tourner dans un film. Et voilà, mais pareil, ça s'apprend. Je pense qu'il faudrait faire des cours de théâtre, etc. Et où ça se trouve, c'est inné, je sais pas, mais c'est un truc. Mais c'est un truc qui me plairait, ouais, vraiment. Ouais. Vraiment de faire de la comédie ou faire des choses, ouais, c'est un truc qui me plairait vraiment. Donc non, j'y ai pensé parce que j'avais eu des propositions, mais après avec le confinement, ça s'était arrêté. Et puis moi derrière, j'ai repris ma carrière, donc c'est voilà. Mais c'est vrai que quand on me l'a proposé, j'avais dit ouais, c'est cool, vas-y, on y va et pas de souci, ça sera super. Et justement, c'était une bonne idée, mais le confinement a fait que c'était très dur et donc voilà. Peut-être Laetitia Superstar. J'aimerais bien, ouais, ça serait, regarde, Ronda Rousey, elle a tourné dans 3 films, c'était cool, tu vois, donc, ouais, j'aimerais bien, ça peut être une belle expérience. Ouais, ça peut être cool, ça serait bien. Allez, un petit questionnaire pour toi. Un petit questionnaire pour toi. Si tu étais une amenée au sol, laquelle serais-tu? Si j'étais une amenée au sol, je serais Ochi.
parce que c'est ma spécialité et que en fait tu pars de loin pour arriver de près, donc en fait c'est un peu ce que je suis, je pars de loin pour arriver de près en fait. Donc ouais, je suis Ochi. Ochi, c'est vrai. Une soumission? Alors je serais la clé de bras, mais il y a pas la clé de bras parce que c'est la clé de bras, c'est parce que la clé elle ouvre beaucoup de portes. Voilà. C'est les Gémeaux, hein. C'est-à-dire que même quand on se positionne pour faire la clé de bras, on peut aller chercher. C'est exactement, quand chercher une clé. Voilà. Si t'étais un traitement qui apaise. Je serais l'amour. L'amour, oui. Non mais ouais, parce qu'après, c'est vrai, en fait, on n'arrête pas de se frapper et se donner des coups, donc ça fait du bien un peu d'amour et puis même, c'est l'amour qui remporte sur la guerre, quoi. On est une grande amoureuse quand on est une sportive de combat? Moi, je suis une grande sensible. En fait, je pense qu'on a une grande sensibilité. Les sportifs de haut niveau ont une extrême sensibilité. Dans la plupart des champions, ont une extrême sensibilité. C'est ce j'avais vu dans un reportage sur France 5 qui montrait des profils et je pense que tu as connu beaucoup de sportifs qui avaient une extrême sensibilité profonde, même s'ils montraient très dur. T'arrivais à avoir quand même chez eux une espèce d'empathie et de sensibilité extrême. Qui est en fait une qualité aussi qui est nécessaire pour pouvoir s'adapter. C'est-à-dire de capter finalement les choses, d'être sensible, de lire les choses. Parce qu'en plus on est instinctif. Donc nous, dans le judo, il y a beaucoup qui marchent par sensation. Donc tu vois, la sensation, ça a la sensibilité. Donc il y a, tu vois, il y a une kinesthésie chez nous qui est développée, qui est énorme. Donc vraiment, ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de contacts. Il y a beaucoup de contacts, tu sens les gens. Et c'est pour ça qu'après, souvent, des fois, ça m'arrivait en soirée de prendre les gens, de leur les taper, tu sais, genre, hey, mais viens, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai pas, tu vois, et c'est vrai qu'en fait, on a besoin de toucher l'autre pour avoir une espèce de contact. Et quand on combat avec quelqu'un, est-ce qu'on apprend vite beaucoup sur cette personne? Moi, déjà, moi, j'ai toujours dit que je peux te dire quand quelqu'un combat, quelle est sa personnalité. C'est-à-dire que s'il fait 1000 actions dans plein de sens, par exemple, Amandine Bouchard, elle fait beaucoup quand elle combat, elle enchaîne, elle fait beaucoup de combats et c'est quelqu'un qui est très généreuse. C'est comme moi, qui suis très généreuse. Des gens qui sont plus durs, fermés, et généralement, c'est des gens dans leur vie, ils sont très stoïques, ils montrent pas c'est souvent vraiment, en fait. Donc on combat comme on est. Oui, on combat comme nous sommes dans la vie, je pense, vraiment. C'est moi ce que j'ai vraiment appris, je peux vous dire, qui est plus ou moins une personnalité avec la façon de combattre. Si tu étais une partie du corps, laquelle serais-tu? Le cœur, je pense. Non, j'ai l'odorat. Parce que j'adore j'ai l'odorat énormément développé. Bon, j'espère le garder. Là, en ce moment. Je sais pas si ça va impacter mon nez, l'odorat, avec ça. Normalement, non. Parce que j'ai l'odorat, mais qui est énormément développé et parce que je peux te dire que dans le train, je peux te dire qui mange tu vois, qui mange quoi et qui mange qui, parce que vraiment, et je trouve que, les odeurs, ça dégage déjà beaucoup de choses je sais pas, j'aime mon nez, peut-être aussi mon nez ou mon cœur, je sais pas. Si tu étais un entraînement, lequel serais-tu? Je sais pas, j'y ai réfléchi mais je sais pas, j'aime tous les entraînements, en fait. Chaque entraînement a sa spécificité et une capacité. Donc, comme je m'adapte énormément, je pense que j'aime tous les entraînements puisque j'aime j'aime beaucoup les sports. Comme je fais aussi du wakeboard, comme je fais du step, comme je fais vraiment une diversité sportive. Donc, il n'y a pas d'entraînement spécifique. Tu pourrais faire le judo ou le MMA? Je préfère le judo, je crois. Je préfère le judo, parce que je suis née dedans. Tu sais, je suis née dedans, c'est easy. Plus de souvenirs. Plus de souvenirs et que j'ai construit quelque chose pendant 34 ans dedans, quoi. Donc, peut-être là, parce que le MMA, pour l'instant, il y a beaucoup un côté business qui est un peu qui est différent pour moi, alors que je suis plus dans l'associatif, dans les sports de judo, lutte, on est dans l'association, le sport l'olympisme dégage quelque chose avec plus de valeur que je trouve que le MMA. Mais c'est mon avis personnel, hein. Il y en a d'autres qui diront non, le MMA, moi, c'est différent. Tu pourrais faire la cage ou le tatami? Pour le coup. Les deux, parce qu'il y a du tatami en fait, sur la cage, il y a du tatami, donc en fait, ça va, j'ai les deux, en fait. Bon. La lutte ou le sambo? Je crois que je préfère. Toutes les questions sont dures. Non, mais je crois que je préfère le sambo parce que le sambo, l'avantage, c'est qu'il y a le kim et que j'aime la lutte et que je peux mixer avec le sambo, le judo et la lutte. Tu vois, ça peut mettre les deux donc j'aime beaucoup le sambo, Tu préfères l'hexagone ou le MMA GP?
Toujours des questions C'est dures. très dur, c'est très dur. Après, l'Hexagone a plus de moyens, avait plus de moyens parce qu'à l'époque, moi, j'ai combattu pour le MMA-GP. Mais tous les deux, c'est de très belles organisations, tous les deux, parce que Abel Kazaoui met met des beaux projets en face pour développer aussi le MMA et l'Hexagone avec Jérôme et mettre en place vraiment des choses. Pourru, les frères Pourru essayent vraiment de mettre de belles choses en place. Donc, les deux sont équivalents parce que chacun essaie de surpasser pour mettre le MMA en avant. Donc, tu vois, c'est tant que les deux mettent le MMA en avant et essayent de faire des belles choses, les deux en valent la peine. Oh, ouais. Tu préfères Cyril Gane ou Greg MMA? Je connais pas trop Cyril. Moi, je l'ai vu une fois, donc je préfère Greg parce que Greg, avec lui, on a à peu près le même humour. On s'entend bien et on est très dans l'autodérision, on déconne. Enfin voilà, tu vois. Après, je connais pas assez Cyril pour me permettre de dire que je kiffe Cyril puisque je l'ai vu qu'une fois. Donc, mais j'adore Greg, j'adore ce personnage. Vraiment, il est génial. Est-ce que, tiens, il y a une question de Majou quels sont tes points forts en judo et en lutte que tu as transférés en MMA? Justement, c'est le corps à corps parce que je suis très fort au corps à corps parce que je mettais beaucoup d'uranage, beaucoup de corps à corps, donc c'est vraiment dès que je colle, je vais arracher l'autre, que ça soit en judo, en lutte ou en MMA. Dès que je colle, j'ai une chance de coller et de mettre en place mon poids de corps pour faire tomber l'autre. Ouais. On revient. Tu préfères Amsterdam ou Bruxelles? Amsterdam, ils ont un petit côté avec les vélos, après c'est Amsterdam. Moi, je préfère Amsterdam, c'est plus sympa. Gare du Nord ou Saint-Lazare? En fait, je connais pas trop Saint-Lazare, mais je trouve que la Saint-Lazare est beaucoup mieux aménagée que le Gare du Nord, quoi. Chez nous, les pauvres, quand ils pensent à Paris, c'est amazing et qu'ils arrivent à Gare du Nord et qu'à la moitié, c'est Walking Dead, j'ai envie de te dire, c'est un peu compliqué, quoi, pour eux, tu vois. Yes, Paris, yeah, lovely, romantic. Et là, donnez-moi à manger. Tu fais, ah ouais, c'est moins fun, quoi. c'est moins, ouais. Si on a un truc qui est habituel, c'est de faire un petit livre d'or, c'est-à-dire de signer un petit moment, avec de plaisir, signer un petit mot. En tout cas, merci aux auditeurs aussi de nous suivre et d'être venir chaque mardi, venir suivre parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur les athlètes, sur ou les blessures que Jean-Marc vous permet de comprendre et même pour vous, hein. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Parce que là, on s'en est pas rendu compte. Ouais, parce qu'à la base, je devais partir. On a passé plus de 2 heures. Je pense que là, ils ont craqué. Bon, il y en a, ils avaient la Saint-Valentin, ils se sont dit, ah, vas-y, c'est mort. À 21h, je dois voir ma meuf. Pardon. On a passé plus de 2 ans ensemble. Mais s'il n'y avait pas eu la Saint-Valentin, il y aurait eu plus de monde. Mais là, en fait, t'as pris vraiment le jour de la Saint-Valentin. Les gens, sinon, ils allaient se faire déboîter par leur nana. Tu peux être sûr que t'as de la chance que j'ai pas de mec, parce que moi, sinon, j'aurais été faire un rendez-vous amoureux, quoi. Alors là, je vais te laisser écrire un petit mot. Tu peux, en fait, c'est un petit pen qui est là et tu peux vraiment inscrire ça. Donc, on est, voilà, avec Laetitia Blo et on adore cette émission. Ça a été une émission absolument géniale. J'ai adoré vraiment recevoir Laetitia Blo, cette championne de MMA, de sambo, de judo, de lutte, voilà, qui nous a accompagnés. Une femme sportive, s'il vous plaît, qui donne vraiment l'exemple. En plus, qui donne l'exemple dans la durée. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était super. Vous voyez en direct, évidemment, le dessin. Ah, super. C'est la première qui utilise 2 couleurs. Voilà. Et ouais, il y en a là-dedans, les gars. Voilà. Je parle 4 langues. Hein. Je parle l'anglais, l'espagnol, le néerlandais, le français. Ça fonctionne à peu près, même si j'ai pas de nez, mais. Voilà. Jusqu'à présent, on n'utilisait qu'une seule couleur, mais donc, c'est super. Les gars, on va voir. C'est la Saint-Valentin. Vous voulez de l'amour, je vais vous en donner, moi. En plus, voilà, c'est la Saint-Valentin. Donc, ça, c'est vraiment super. Un beau cœur rouge pour la Saint-Valentin. Donc là, c'est vraiment absolument génial. Effectivement, c'est la première fois. Et donc, merci. Merci à toi, voilà, et à toute l'équipe de m'avoir invité. Voilà, merci à tous. Laetitia Love, s'il vous plaît. Laetitia Love. Ah, putain, une bonne 14 ans. Ouais, j'aurais dû faire un nez, mais j'étais pas, voilà, tu vois. Donc, bon, moi, j'étais vraiment, Laetitia, j'étais très, très contente. Merci, parce que ça fait, en plus, on a eu un parcours ensemble. Enfin, moi, j'ai grandi avec toi, parce que quand même, une carrière, ça se construit. Et puis, il y a eu des moments où tu m'as vu dans le bad et où tu m'as dû remettre parce que t'étais ostéo aussi, et que tu remettais en place. Et puis,
sais, quand tu es un patient, tu vois, tu as toujours été de bon augure et t'es vraiment un médecin extraordinaire qui a toujours essayé de chercher quelque chose. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que je vous invite à prendre son livre parce que ça a toujours été quelqu'un sur ces athlètes à essayer de trouver le meilleur et être toujours à l'écoute, ou même quand on était en galère à essayer de trouver un rendez-vous parce que enfin, c'est très compliqué. Et vraiment, je te remercie parce que tu as toujours été, voilà, j'ai grandi avec une partie de toi puisqu'on était toujours ensemble à partir dans les stages et quelque part. Donc en fait, tu nous accompagnais dans les bons comme dans les mauvais moments. Et tu as pu voir des choses où des fois tu pouvais être, on te disait même pas intervenir parce que voilà, c'était comme ça et que ça devait être frustrant pour toi. Mais merci d'être un médecin déjà extraordinaire et d'avoir été un médecin et voilà génial en équipe de France de notre époque quoi. C'est vrai que c'est un excellent souvenir. Moi, tu dis en que plus, tu as tombé grandi. Une bonne génération. C'était une bonne génération. Mais moi aussi, j'ai grandi en tant que médecin à tes côtés et à côté de l'équipe de France. Ça a été aussi un apprentissage parce qu'il faut savoir que nous, on apprend en permanence en médecine. Et le fait de s'occuper de sportifs de haut niveau, c'est quelque chose qui nous apprend dans l'humain et et comment en fait traiter les gens de manière très individuelle et comment chaque personne est particulière. Et ça, c'est vraiment, j'ai vraiment appris ça. Ça a été à peu près 10 années, mais enfin 10 années. Tu pouvais pas traiter des profils comme Audrey qui était, enfin voilà, Audrey comme moi où on était vraiment deux personnes différentes parce qu'on n'a pas le même âge et puis voilà la blessure on les voyait différemment. Il va falloir que tu ailles faire ça et puis il y avait plus de recul sur ça. Enfin vraiment je pense que c'était une belle aventure. C'était une belle aventure. C'était une belle aventure. On remercie. Alors merci à tous les auditeurs. Tous les auditeurs, vraiment le chat était super. On remercie Rita qui est derrière la caméra. Vous la voyez pas, Rita et Pierre. Voilà, Rita qui est derrière la caméra. Nino et Céline qui ont aidé aussi à préparer l'émission. César et Claudia à la com. Et puis bien sûr notre partenaire IRP Auto, évidemment. C'est le partenaire qui nous permet de faire tout ça. C'est bien qu'il y ait des gens comme ça et des partenaires qui puissent s'investir dans des programmes comme ça parce qu'il nous en manque. Donc voilà, si vous avez des investissements à faire, allez-y quoi. Voilà. Et d'ici là, bien sûr, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitch. On va diffuser, on va découper tout ça. Ça va être une émission vraiment très intéressante. Et je t'embrasse. Allez, voilà. Je peux pas faire de gros bisous parce que là j'ai mon nez en vrac, mais je te fais moi ça. Et puis on embrasse également le chat. Voilà, on vous dit ciao ciao et à la semaine prochaine. Passez une belle Saint-Valentin. Bonne soirée tout le monde. Ciao ciao.